Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Vivo Vojo. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, comme à chaque fois. C'est un plaisir et une joie renouvelée de passer ces moments tous ensemble. Coucou à tous, coucou Claudine. Je vois que vous commencez à vous connecter. On vous laisse vous installer tranquillement. Tranquille. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, ce soir, je vous propose d'embarquer pour une destination sans stress, zen, avec de la sérénité, où le stress n'existe pas ou bien il est passager. Et donc notre commandant de bord ce soir pour cette destination de rêve n'est autre que Silver Caron. Salut Silver. Bonsoir Mathilde, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là avec nous ce soir. C'est un plaisir pour moi. Je suis ravie de te retrouver, Silver, et comme à chaque fois, voilà, tu es toujours voilà, dans le partage, dans la transmission, avec toujours des exemples concrets qu'on peut Mm. mettre dans nos petites valises. Donc, on est toujours sur notre destination de voyage, hein. Donc, je vous invite tous à préparer un peu vos valises, parce qu'à la fin de la soirée, elles devraient être remplies avec plein de bons conseils, Euh, plein de bons outils. prévoyez d'ores et déjà qu'on appelle ça, le surclassement en poids de vos valises. Elle risque d'être chargée parce qu'il y a pas mal d'outils dont on va parler ce soir. Bon, voilà, vous êtes prévenus. Coucou, donc je vous vois, je vous lis, je vous vois arriver. Coucou Muriel, coucou Axiane de Guadeloupe, Christiane de Suisse. Coucou à tous, Annick des Vosges. Montpellier, bonsoir Montpellier, Oui. Daniel. Exactement, oui, oui. Coucou Lina de Paris. Coucou à tous. Bon, écoutez, ravi en tout cas de vous retrouver. Alors, je le rappelle, même si voilà, tu es un habitué de cette plateforme de Vivo Vos Jeux, on a toujours un grand plaisir de te retrouver. Mais je rappelle pour nos abonnés que tu es kinésithérapeute, tu es ostéopathe du sport, tu es un conférencier international, consultant, tu es formateur, tu es spécialisé en neurosciences appliquées et en management de la performance et des changements. Tu es également auteur. On peut citer Bon appétit, Monsieur Alzheimer, que tu as coécrit avec les nutritionnistes et les gérontologues du Centre hospitalier universitaire de Lausanne. Et puis ton dernier livre, qui est déjà sorti, mais qui a été revu et augmenté, L'excellent pouvoir de tout changer, qui est formidable, que je vous conseille, que je vous recommande vivement, C'est euh, gentil. qui est à la fois informatif, théorique, hein, il y a de l'information dedans que tu partages, mais à la fois extrêmement pratique, avec des exercices concrets. Voilà, donc là encore, on repart avec plein d'outils pour accompagner voilà, ce changement qu'on veut mettre en place dans nos vies. Euh, et puis, prochainement, tu vas Oui. être l'auteur de podcasts. Alors, le podcast Alors changeons, je crois que c'est le titre. Et puis également, tu vas faire des chroniques sur une radio Le Grand Changement, nom de tes chroniques. Oui, le nom de ma chronique, Le Grand Changement, où j'inviterai des sportifs, en général des sportifs qui sont, enfin, au départ du moins, puis après j'ouvrirai l'autre profil, mais au départ, le premier invité sera Clément Leroy, qui est un grand, grand sportif, avec qui j'ai partagé d'ailleurs un webinaire sur Bibouda, euh, sur le sommeil, un super webinaire Oui. et que j'ai invité sur ma première chronique radio sur Cool Radio. Ça va être un bimensuel. Voilà. Bon, on sera ravis de te retrouver régulièrement pour toujours ces partages, toujours cette transmission qui te tient à cœur. Oui. Ce soir, on va parler du stress. On va aborder donc le sujet du stress. Vous pourrez poser toutes vos questions au fur et à mesure du dossier du webinaire à Silver. On prendra un moment à la fin de ce webinaire pour que tu puisses, Silver, répondre à leurs interrogations, à les interrogations des abonnés ce soir. Et puis, Bon, euh, volontiers. et puis voilà, tu vas nous parler, voilà, aborder ce sujet omniprésent dans nos vies. Je lis juste Valérie qui a dévoré ton livre. Donc voilà, il n'y a pas de Ouais, meilleur écho que c'est les personnes gentil. qui l'ont lu. Merci, merci Valérie, c'est gentil. Alors, J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le lire que j'ai pris de plaisir à l'écrire. je suis certaine que tu as pris effectivement beaucoup de plaisir voilà, à vouloir vraiment être dans ce partage-là. C'est Et puis certain. surtout, l'écriture d'un livre comme ça, bon, ça m'a pris quelques temps quand même.
Et surtout, d'abord, c'est un bon moyen de faire une introspection et de travailler sur soi. C'est une thérapie, c'est une espèce de thérapie, mais surtout, c'est aussi pour moi un moyen d'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris moi-même au travers de ce que j'écrivais pour les autres, pour apprendre aux autres. Parce qu'on passe son temps, quand on écrit un livre, du coup, à faire des recherches, à aller gratter l'information, à aller chercher, à croiser les informations, à faire des liens entre tout. Et ce sont ces liens qui nous permettent de nous construire aussi en tant que consultant et en tant que conférencier et consultant. Voilà. Donc, un grand plaisir à le faire, à l'écrire. Et puis le changement, ça passe aussi pour s'adapter par la phase d'adaptation et donc en lien totalement aussi avec le sujet de ce soir qui est le stress. Donc savoir s'adapter, c'est aussi savoir gérer son stress. Donc voilà, c'est vrai que le stress, à la base, c'est un phénomène d'adaptation assez classique finalement. C'est une réaction physiologique, tout à fait. Réaction physiologique. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où, que ce soit dans les conversations personnelles, professionnelles, que ce soit en allumant la télévision, en allumant la radio, en lisant des articles, en fait, ce mot est omniprésent. On le voit partout. Il prend une place qu'il ne devrait pas prendre. Et on va voir, tu vas nous expliquer ce soir que le stress impacte différentes sphères, que ce soit physiologique, par le système endocrinien, digestif, tu vas nous détailler tout ça, que psychologique, émotionnel. Et on va voir que tout ça se recroise. Et c'est ce que tu vas nous détailler ce soir. Tout est interrelié. Ça, c'est un principe qui est très, très, très ostéopathique. Je vais essayer de monter un tout petit peu pour Alexia, de monter un petit peu le son, le volume de ma voix, parce que je ne sais pas si vous pouvez régler. Alors, je ne vais quand même pas parler trop, trop fort, Alexia, parce que je suis dans une chambre d'hôtel, je suis en déplacement et je suis à l'hôtel et je ne voudrais pas venir perturber, on va dire, les personnes qui se reposent dans les chambres d'à côté. Mais je vais essayer de parler un peu plus fort, un peu plus clair pour que vous m'entendiez bien. Donc le stress, oui, c'est quelque chose qui touche, je vais dire, tout le monde. On est tous, même des personnes qui se disent pas stressées et plutôt zen. Malgré ce, le stress nous touche tous. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une réaction physiologique, le stress. C'est notre système hypothalamo-hypophysaire surrénalien qui est on va dire, surstimulé, et notamment le système surrénalien, avec cette hormone, le fameux cortisol, dont on va reparler et qui sont de... Tiens, Julie de Eviva, pardon, excusez-moi, je vois passer Julien qui fait... Coucou Julie. Coucou Julie. Je vois le chat en même temps. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé à Lausanne. Le stress nous touche quasiment tous. Pourquoi? Parce qu'on vit des situations qui nous mettent sous stress. Alors, pour pouvoir comprendre ce stress et pour pouvoir comprendre les mécanismes, d'abord, pour pouvoir changer les choses, on ne peut changer, comme je le dis toujours, que ce que l'on a. Hop, approchez seulement le micro, ça ira. Voilà, j'approche le micro. Hop, il est là, mon micro. Voilà. Le stress, j'espère que c'est mieux comme ça. Le stress, c'est une réaction physiologique, mais on le vit tous. Et en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce stress, c'est que c'est juste un mécanisme, on va dire, qui est un mécanisme cellulaire, qui est un mécanisme neurohormonal, qui est un mécanisme, on va dire, je ne vais pas dire de défense, mais d'adaptation à des situations. Et pour pouvoir comprendre ces mécanismes du stress, je vais tout simplement déjà dans un premier temps utiliser encore une métaphore. J'ai l'impression de me répéter quand j'utilise cette métaphore, mais elle est tellement importante et tellement, on va dire, représentative de ce que peut être ce stress. C'est la métaphore de l'orange. Quand on prend un fruit, quel que soit le fruit, que ce soit une orange, n'importe quoi, une pastèque, un melon, peu importe, et qu'on presse ce fruit, qu'on le met sous pression, que cette pression, elle soit posturale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sociétale, environnementale, et que de cette personne, il sort du stress, tout comme s'il sortait des inflammations, c'est que ce stress est déjà intrinsèquement en lui. Quand on prend un fruit, qu'on le presse, il ne peut sortir que le jus qu'il a en lui. Il ne pourra jamais sortir autre chose. Si on met une orange sous pression, il ne sortira jamais du jus de fraise. Il sortira du jus d'orange. C'est exactement la même chose pour nous. Si on nous met sous pression, il ne sortira que ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et s'il sort du stress,
c'est que ce stress, déjà intrinsèquement, est en nous. Pourquoi? Pour plein de raisons différentes dont on va parler ce soir. Et les autres, les situations, les événements, etc., ne sont que le presse-agrume qui va venir appuyer là où ça fait mal. Et c'est juste, on va dire, une représentation extérieure de ce que l'on vit intérieurement. Et c'est juste ça, le stress. C'est cette réaction neurophysiologique que l'on vit à l'intérieur de nous et qui va s'extérioriser et prendre sa forme, on va dire, visible par tous et par nous, au travers de ces représentations, par la pression que l'on subit. Et c'est rien d'autre. Malheureusement, ce n'est rien d'autre. Ça pourrait être complètement différent et donc, du coup, on pourrait changer plein de choses, mais là, c'est juste ça. Ce qui fait que si on n'agit pas sur ces différents secteurs-là, sur ces différents plans, il sortira toujours du stress de nous. Alors, pour comprendre ce stress, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Alpha. Alpha, c'est qui? Alpha, c'est notre ancêtre qui vivait dans une grotte il y a 200-300 000 ans. Et il était dans sa grotte, entouré de son clan, avec plein de monde autour de lui, et tout allait bien. Et puis Alpha, il décide, il a faim. Et donc, comme il a faim, une poussée de stress qui le pousse à sortir à l'extérieur, à aller braver le danger. Donc, il a cette poussée de stress qui va l'inciter à se lever, à quitter son clan pour aller à l'extérieur. Et là, il sort de sa grotte, il regarde, il scrute l'extérieur pour voir s'il n'y a pas des dangers. Mais il a tellement besoin, on va dire, d'atteindre son objectif pour pouvoir répondre aux besoins de son clan, qu'il va y aller, il va faire monter son taux de stress pour pouvoir recruter, parce qu'en fait, le taux de stress, vous allez comprendre, c'est le cortisol, et le cortisol, c'est ce qui nous motive pour pouvoir, deux choses, derrière, sécréter des neurohormones, c'est-à-dire sécréter de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine ou des endorphines, mais surtout qui va, nous stimuler pour pouvoir faire monter notre glycémie, c'est-à-dire pouvoir recruter de l'énergie. Et pour pouvoir sortir de son clan, il lui faut de l'énergie. Donc, il lui faut du cortisol, cette fameuse hormone du stress. Pas du stress émotionnel, du stress cellulaire. Et donc, il va recruter ce cortisol pour pouvoir avoir cette énergie-là pour sortir. Et là, il prend son courage à deux mains et il sort. Pourquoi? Parce qu'il veut, c'est son objectif, aller trouver ses baies pour pouvoir les ramener dans son clan. Donc, il sort et puis il cherche, il trouve, et là, il trouve ses baies. Et là, il est heureux, l'objectif est atteint, sa dopamine est au taquet, il est heureux comme tout, il a réussi à avoir ses baies. Donc, il décide de rentrer. Et là, il entend un bruit. Il entend un bruit dans les buissons et il voit arriver une bête avec des grandes dents. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant, poussé de stress. Il part en courant, il galope. Les fougères, les ronces lui fouettent les jambes, il est écorché de partout, il a mal de partout, le pauvre, mais il ne sent rien. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'endorphines qui vont masquer la douleur. Et c'est grâce à cette poussée de cortisol qu'il a d'énergie pour pouvoir courir, et il arrive jusqu'au clan. Et là, ce qui le pousse à aller jusqu'à sa grotte et retrouver son clan, c'est la poussée de cortisol qui va le pousser en fait pour avoir sa dose d'ocytocine, c'est-à-dire au retour vers le clan, la protection du clan, l'hormone de l'amour, l'hormone de la famille. C'est cette ocytocine. Et pour avoir cette ocytocine, il prend encore une fois sa dose de cortisol. Et puis une fois qu'il arrive, là, tout le clan est content, le félicite, lui tape dans le dos, lui le serre dans les bras, lui fait des hugs, etc. Et là, il est fier. Il sent l'énergie de la fierté, de la reconnaissance, et il a sa dose de sérotonine, c'est-à-dire cette neurohormone de la fierté, de l'estime de soi. Et c'est comme ça que ça fonctionnait il y a 100 000 ans, c'est-à-dire avec des pushes ponctuelles. Et une fois qu'il a mangé, il retombe dans le clan, il se remet dans le clan, il se repose, et là, calme plat, plus aucune poussée de stress, tout va bien, jusqu'à la prochaine aventure. C'est comme ça que ça fonctionnait il y a 100 000 ans. À l'époque de nos ancêtres, les mammifères qui étaient les premiers mammifères, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme ça que ça fonctionne encore chez les mammifères sauvages. Une biche, une antilope en Afrique, elle a envie d'aller boire au marigot, c'est la poussée de cortisol qui la pousse à défier les dangers pour aller jusqu'au marigot et aller boire. Elle boit tranquillement, tout va bien, elle n'a plus de cortisol. Et puis là, elle sent une lionne
pouf, push de cortisol, ça lui donne de l'énergie, elle part en galopant. Et poursuivie par la lionne. Et puis la lionne se fatigue, s'arrête et va chasser ailleurs, trop fatigant, l'antilope. Donc elle change de cible. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'antilope se remet, s'arrête immédiatement. Sa poussée de stress, boum, s'arrête immédiatement. Et elle se remet à brouter tranquillement, comme si de rien s'était passé. C'est comme ça que ça se passe encore chez les mammifères, chez tous les mammifères. Tu sais, ça me fait penser à Astérix. C'est comme ça que ça se passait en Gaule. Ah oui. Sauf dans un village. Eh oui. Ben, c'est comme ça que ça se passe pour tous les mammifères, sauf pour un mammifère. Chez nous, ça ne se passe pas du tout. Du moins, ça ne se passe plus du tout comme ça. Pourquoi ça ne se passe plus comme ça? Tout simplement parce que, au travers de nos mécanismes, au travers de nos modes de vie, on est sans arrêt, de longue, en train de stimuler ces sécrétions de cortisol au travers de notre alimentation, au travers de notre respiration, au travers de la gestion de notre sommeil, au travers de nos postures, de nos fascias, au travers de notre estime de soi, au travers de tout le système neuro-hormonal. Comment? Les émotions aussi. Au travers de la gestion émotionnelle, on est sans arrêt. Et maintenant, pour notre cerveau, qui fonctionne toujours sur le même principe qu'avant, en fait, tout est prétexte de faire monter ce taux de cortisol. Même le courrier dans la boîte aux lettres, c'est un prétexte pour notre cerveau pour faire monter. Pourquoi? Parce que pour notre cerveau d'humain actuellement, dès lors que l'on est en vie, au travers de toutes les sollicitations que l'on a, en permanence, et avec l'accoutumance qu'on lui a inculqué, on va dire, de monter notre taux de cortisol. Quand tu fais monter le cortisol, ça veut dire pour notre cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau de survie, ça veut dire que tu es en danger. Parce que si tu n'es pas en danger, il n'y a pas de cortisol, forcément. Ouais. C'est comme nos ancêtres, comme l'antilope. Mais comme on est sans arrêt par nos mécanismes de fonctionnement en train de faire monter notre cortisolémie, c'est-à-dire notre taux de cortisol dans le sang, ben pour notre cerveau, l'information, c'est quoi? C'est qu'il y a danger. Donc du coup, notre cerveau, qui déteste le vide, va remplir ça en y mettant des raisons, c'est-à-dire que tout est prétexte à danger. Le courrier dans la boîte aux lettres, c'est danger. La personne qui nous regarde dans la rue, c'est danger. La personne qui nous parle mal, c'est danger. Tout fait monter, pouf, les pics de cortisol, ce qui fait qu'on est de longue en hypercortisolémie. Et ça, c'est délétère physiologiquement, c'est-à-dire que ça a des impacts physiologiques sur notamment tout ce qui est process inflammatoire cellulaire. Process inflammatoire cellulaire, donc c'est tout ce qui est en HIT, c'est-à-dire sur les bronchites, les rhinites, les pharyngites, les colites, les cystites, les tendinites, donc les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sur les pathologies plus lourdes comme les infarctus, les cancers, etc. Il faut savoir que cette hypercortisolémie, ça a bien été décrit par un grand monsieur qui est Étienne-Émile Beaulieu, qui est donc un des grands endocrinologues au monde, qui maintenant n'exerce plus parce qu'il a 94 ans, mais qui a été à l'époque le précurseur du travail sur la DHEA et sur le cortisol, et qui ensuite est parti travailler à l'UCLA, à Los Angeles. Ce cortisol, cette hypercortisolémie, est responsable quand même de 95% des cancers et des infarctus actuellement diagnostiqués à travers la planète. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est juste très concrètement exactement ce qui se passe. Donc, on a tout intérêt à y prêter une attention toute particulière, et ce sont nos mécanismes qui, en fait, nous amènent à être dans cette hypercortisolémie. Pourquoi? Parce que pour notre cerveau reptilien, dès lors qu'on est vivant, on est en danger. Pourquoi? Parce qu'on l'a habitué à penser ça au travers des surcharges, on va dire, cortisolémiques qu'on lui adresse en permanence. Donc, c'est un petit peu comme quand tu manges, par exemple, quelque chose de sucré, mais dans lequel il n'y a pas de sucre, par exemple de l'aspartame, tu envoies à ton cerveau quoi? L'information qu'il y a du sucre. Sauf que tu ne lui amènes pas de sucre à ton corps. Donc, que fait ton corps? Il fabrique ce sucre-là. C'est exactement la même chose. Là, tu donnes l'information à ton cerveau qu'il y a un danger de mort, donc il y a un stress, qu'il y a un risque, donc au travers du cortisol. Et donc, que fait le cerveau? Il s'habitue en fait à être tout le temps pour pouvoir répondre
à la sollicitation qui va de toute manière va arriver. Donc, Ouais. il s'adapte. Parce que, en fait, le cerveau, c'est très particulier, mais ça, on le voit au travers des biais cognitifs, mais le cerveau déteste les vides. Le cerveau remplit les vides en permanence. Si j'envoie l'information qu'il y a un danger, mais qu'en fait, il n'y a pas de danger, le cerveau, il fabrique le danger pour répondre à la sollicitation. Donc, c'est sans arrêt, on fonctionne comme ça en permanence. Et donc, il faut travailler sur le fond pour faire en sorte de faire baisser cette cortisolémie, pour déprogrammer notre cerveau reptilien à se mettre dans cette situation-là permanente, à créer cette constance, on va dire, au niveau de notre reptilien. Et donc, pour ce, il faut déprogrammer. Pour déprogrammer, il faut connaître les clés et il faut agir sur les bras de levier qui nous permettent de faire baisser cette cortisolémie. Et les bras de levier, ils sont très, très, très nombreux. Oui, donc il y a ce cortisol, mais c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que on est pris dans notre quotidien, on est pris dans le rythme et parfois on n'a pas ce pas de recul pour observer que ce stress est chronique. Et en plus du stress chronique, comme tu nous l'as partagé, il n'y a plus cet espace de pause et de détente, Bien. ce moment où la famille félicite dans ton exemple et où ça rebaisse et ça redétend. Là, en plus d'être très très haut tout le temps, il n'y a même pas de phase en fait de Non, calme. on a quasiment aucune phase de calme. Et c'est là où le bas blesse et c'est là où en fait les effets sont le plus délétères, c'est que notre corps n'a jamais ces phases de repos et permanence stimulé par ce système, qui encore une fois n'est qu'une réaction physiologique. Hein. C'est juste, c'est un peu comme l'émotion de la peur, tu vois. La peur va générer le stress, c'est l'émotion, c'est la réaction physiologique, notamment surrénalienne. Donc, les bras de levier. ce sont les bras de levier. Donc, on va parler de ces bras de levier. Et ils sont multiples et nombreux, ces bras de levier. Le premier bras de levier, pour parler de ces bras de levier, je vais parler déjà des 3 premiers besoins fondamentaux de l'être humain. Fondamentalement, on a besoin de quoi pour vivre? On a besoin de respirer, on a besoin de s'hydrater, de s'alimenter, les 4 premiers même, et de dormir. Ce sont vraiment les 4, sachant que hydratation et alimentation vont souvent de pair. Quand on suit les webinaires ou qu'on voit on comprend mieux pourquoi. Donc, c'est sur ces bras de levier-là déjà qu'il faut travailler. Le premier bras de levier, puis après on va parler des schémas émotionnels, notamment de la gestion et de notre mental vs émotion au travers. Mais il y a plein de choses, hein, mais vous allez voir le lien qui est entre l'hydratation et les schémas émotionnels, parce que les schémas émotionnels se mettent en place au travers des mouvements liquidiens qu'il y a dans notre corps. Donc, c'est vraiment très important de prendre conscience de ça parce que tout ça est très lié, tout fonctionne ensemble, tout est impacté. Et donc, la première chose, c'est la respiration. La respiration, j'en parle souvent en formation, à peu près 95% de la population occidentale, et ça c'est un constat que j'ai en entreprise, hein, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, dans quelques pays que ce soit, occidentalisés, et j'ai travaillé aussi avec des personnes en Asie et en Afrique, ce qui n'est pas le cas en Afrique et ce qui n'est pas le cas en Asie, mais en Europe et en Occident, 95% des gens sont dans une respiration dite paradoxale, c'est-à-dire une respiration inversée. Et ils n'en ont même pas conscience. C'est-à-dire qu'ils vont respirer en gainant le ventre et en montant légèrement la cage thoracique. Et même s'ils savent respirer avec le ventre, parce qu'ils ont appris à respirer avec le ventre dans le cadre de yoga, de médite, de sophro, de chant, peu importe, ils savent respirer avec le ventre dans l'exercice de leur art, mais dès qu'ils sont en mode automatique, et notre vie, on la vit principalement en mode automatique, c'est-à-dire en pilotage automatique, sans jamais être dans la conscience de ce que l'on fait, et les gens sont systématiquement, se remettent à leur insu, comme on dit, à leur insu de leur plein gré, en mode respiration paradoxale, c'est-à-dire en mode respiration inversée. Et cette respiration inversée a des effets notamment sur la gestion du stress. Pourquoi? Parce qu'une respiration inversée, c'est quoi? Ce sont des spasmes des coupoles diaphragmatiques qui vont se tendre et qui vont travailler de façon inversée. C'est-à-dire que le diaphragme, quand j'inspire, au lieu de descendre, et quand j'expire, au lieu de monter, le ventre étant gainé, le diaphragme est toujours sous tension. Et comme il est toujours sous tension, avec un déséquilibre ou pas, en fonction si on a des tensions sur les coupoles diaphragmatiques. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Les gens qui sont déjà allés voir les ostéopathes le savent, on a déjà entendu parler avec leurs ostéopathes. Les gens notamment qui ont fait des lombalgies ou des lumbagos, ils peuvent avoir des psoas qui sont tendus, des psoès, ce qu'on appelle des psoïtes, des inflammations du psoas. Et donc, dès lors qu'ils ont une inflammation du psoas, le psoas ayant la même insertion que la coupole diaphragmatique, forcément du même côté que le psoas tendu, qui a généré la lombalgie, la coupole diaphragmatique est tendue. Et dès lors qu'une coupole diaphragmatique est tendue,
qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir appuyer sur l'organe qui est juste en dessous du diaphragme, de la coupole, à savoir le rein. Le souci, c'est que sur ces reins, on a une petite glande qui n'est pas sous le rein. Elle serait sous le rein, ça serait génial, il n'y aurait aucun problème de ce côté-là. Notre problème, c'est qu'elle est surrénale, sur le rein. Et cette glande surrénale va sécréter principalement deux hormones, et notamment l'hormone du stress, qui est le stress cellulaire, c'est le cortisol. Et quand je respire avec une respiration bien ample, diaphragmatique, une respiration ventrale, avec un diaphragme qui monte sur l'expire et qui redescend sur l'inspire, et que mon mouvement est ample et total, le pompage naturel de ces corticosurrénales, avec un rein qui descend et qui monte, va se faire de façon naturelle et ça va venir réguler ma cortisolémie. Le problème, c'est quand je suis en spasme de coupole diaphragmatique lié à une respiration inversée, que va-t-il se passer? Je vais venir appuyer en permanence, de façon constante, avoir un stimuli permanent sur cette coupole, sous cette coupole diaphragmatique, sur la glande surrénale, qui va venir appuyer et empêcher la coupole de descendre. C'est le cas de la respiration abdominale, de la respiration, je veux dire, thoracique, c'est respiration inversée paradoxale. Et dès lors, mes taux de cortisol vont petit à petit, ma cortisolémie va monter et va augmenter de façon tout à fait progressive. Et je ne m'en rends même pas compte. Ça se fait à mon insu, complètement à mon insu. Ça, c'est la première chose qui est liée donc à cette respiration. La deuxième chose… On est déjà sur une énorme pépite, là, ce que tu nous dis, en plus… Oui, parce que c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup sur la respiration, notamment sur le mécanisme respiratoire, qu'il soit en cohérence cardiaque ou pas, pour pouvoir réguler et normaliser mon taux de cortisol. Pour moi, quand on parle de cohérence cardiaque, une des premières vertus… Alors, je fais très attention à la cohérence cardiaque parce que j'observe les gens respirer, j'observe les cours de cohérence cardiaque, des personnes enseigner la cohérence cardiaque. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me chagrine quand on parle de cohérence cardiaque, c'est que la plupart des gens qui travaillent, enfin beaucoup, pas la plupart, mais certaines personnes qui travaillent sur la cohérence cardiaque mettent leur focus sur les 10 secondes, sur le temps et sur la montée inspire-expire, mais ne mettent pas le focus sur l'amplitude diaphragmatique. Et on peut être en cohérence cardiaque tout en étant en respiration paradoxale. Et je vois plein de gens en respiration paradoxale faire des exercices de cohérence cardiaque. Donc, il va avoir au travers de cet exercice de cohérence cardiaque un travail sur le cœur, un travail sur tout le système neurovégétatif, la dystonie neurovégétative, c'est-à-dire le déséquilibre neurovégétatif qui va se réguler progressivement avec un ralentissement cardiaque, avec un parasympathique qui va monter en puissance, une orthosympathique qui va descendre et qui va se rééquilibrer avec le parasympathique pour venir créer cet équilibre qui est indispensable à notre homéostasie. Par contre, beaucoup ne le font pas avec ce pompage, avec ce mouvement-là. Donc, l'impact cortisolémique, je peux faire de la cohérence cardiaque et me mettre en hypercortisolémie. Je travaille ma cohérence cardiaque avec un travail thoracique haut. Donc, c'est bien la cohérence cardiaque, mais c'est bien de le faire dans la conscience du bon mouvement. C'est la raison pour laquelle moi, je travaille toujours, que ce soit en séminaire ou en formation, que je travaille toujours sur une reprogrammation neurocorticale de la respiration pour donner l'outil, la méthodologie aux personnes pour qu'elles puissent, et ça je le fais dans toutes mes formations, qu'elles soient en présentiel ou en ligne, pour qu'elles puissent, au travers de cette méthodologie, reprogrammer une respiration abdominale pour faire lâcher l'impact que cette respiration peut avoir, notamment, entre autres, sur les corticosurrénales. Il n'y a pas que les corticosurrénales, il y a plein d'autres, il y a l'intestin, il y a le foie, il y a plein d'organes, mais notamment sur ces corticosurrénales, pour faire baisser, on va dire, notre cortisolémie. Ouais. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est une clé fondamentale, c'est la raison pour laquelle on travaillera, on peut faire un exercice tout à l'heure sur la respiration pour se remettre dans le moment présent et donc pour faire lâcher cet état de stress. Pourquoi faire lâcher cet état? Tiens, je vais même vous faire cette reprogrammation tout à l'heure, comme ça c'est fait, et vous aurez l'outil pour pouvoir le faire. Tu nous remplis la valise, génial. Oui, je vous remplis la valise. Déjà avec ça, elle est déjà bien remplie. Donc, on va travailler sur cette respiration
de façon à pouvoir normaliser, pouvoir retrouver et reprogrammer ce qu'on appelle une nouvelle voie neuronale. Vous savez, le cerveau, il fonctionne que par automatisme, je l'ai dit, hein, et il fonctionne à travers des voies neuronales qui s'est construit. Et s'il s'est construit entre 6 ans et 11 ans des voies neuronales d'une respiration thoracique, de part, comme dit Don Miguel Ruiz, notre formatage, notre programmation, notamment concernant au travers de notre éducation, c'est les fameux tiens-toi droit, respire, rentre le ventre, sors la poitrine, redresse-toi, etc., qu'on dit à nos adolescents, etc. Ça, c'est du formatage, c'est de la programmation. Et bien, au travers de ce formatage-là, on leur crée des voies neuronales. Et ces voies neuronales perdurent dans le temps, peut-être toute une vie. Et après, même si je sais respirer en conscience, ces voies neuronales vont faire qu'en mode automatique, je continue à respirer inversé. Donc, on va faire cet exercice pour inverser ces voies neuronales, pour déprogrammer, pour pouvoir reprogrammer de nouvelles voies neuronales. Donc, je vous expliquerai comment on fait. Et l'avantage de cet exercice-là, c'est que dès qu'on se remet focus sur notre respiration, on va se remettre en pleine conscience dans le moment présent. Le stress, et on le sait, n'a d'emprise sur nous que lorsque l'on pense, et on en reparlera, au passé, au futur, ça on le sait, et moi je rajoute aux autres. Parce que les autres, ils y sont aussi un petit peu pour quelque chose. Dès qu'on pense au passé, au futur et aux autres, on se met en comparaison, et là, l'état de stress monte. Et on va juger, on va faire plein de choses. On va anticiper, on va être dans l'anticipation d'eux, etc. Donc dans l'attente de tout ça, ça va faire monter, donc dans le manque de tout ça, ça va faire monter nos états de stress émotionnel. Pour se couper de ces états de stress émotionnel, on se remet dans la respiration. Et dans cette respiration en pleine conscience. Là encore, je fais la différence entre une reprogrammation en pleine conscience et une cohérence cardiaque. Pourquoi ? Parce que quand on travaille en cohérence cardiaque avec une attention qui est focus sur une image d'un écran qui monte, qui descend, une attention qui est focus sur un bruit qui monte, qui descend, sur une horloge qui donne les 10 secondes, etc., etc., notre focus est sur l'image, sur le son, mais notre focus n'est plus sur notre respiration. Or, parce que notre cerveau est ainsi fait, que notre cerveau priorise, notamment dans tout ce que l'on fait. Il est incapable, notre cerveau, de mettre le focus sur plusieurs choses en même temps. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas textoter et conduire en même temps. Soit l'attention est sur la route, on arrête de textoter, soit elle se remet sur les textos, mais on ne voit plus la route. L'attention, notre cerveau priorise. De la même façon, si notre cerveau met le focus sur une image ou sur un son, il ne sera plus focus sur la reprogrammation. Donc, si on respire en cohérence cardiaque, on sait respirer en cohérence cardiaque, on se fait du bien en cohérence cardiaque, mais on ne reprogramme pas la respiration. Pour la reprogrammer, il faut se couper de tout ressenti, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, il y a un engouement sur cet exercice. Donc, ouais. Il y a un engouement sur cet exercice. Donc, vous allez voir, parce que c'est quand même quelque chose qui touche, on va dire, plus de 95% de la population. Hein. On est quasiment tous. Moi, ce qui a fait que je ne suis pas en respiration paradoxale, c'est que j'ai la chance d'être kiné. Donc, forcément, en tant que kiné, comme beaucoup de kinés, comme tous les kinés, presque quasiment, quand j'étais en formation encore aujourd'hui dans une clinique. Hier, vendredi, jeudi, vendredi dernier dans une clinique et aujourd'hui dans un EMS, dans un EHPAD. Et donc, dans ces structures, il y a des soignants, notamment la semaine dernière, il y avait des kinés, et aujourd'hui, il y avait des ergos. Les ergos, les kinés, respirent très bien. Pourquoi ? Parce qu'on passe notre temps à montrer aux autres et à reprogrammer les autres dans des mécanismes respiratoires. Donc, on se programme. Mais tout le monde n'est pas ergo, tout le monde n'est pas kiné. Et ce n'est pas parce qu'on fait… Je prends un exemple de personnes qui respirent là où je vois le plus de respiration dite paradoxale, c'est chez, par exemple, les médecins, qui pourtant savent respirer, ils connaissent les mécanismes, mais sans même s'en rendre compte, sont ancrés dans un mécanisme. Pourquoi ? Un truc très basique, hein, qui fait que chez les médecins, et notamment en consultant, on a tendance à reprogrammer cette respiration thoracique haute, c'est tout simplement l'auscultation. Quand on va chez le médecin, les points d'auscultation sont hauts, très souvent, et donc on met le stéto et c'est inspirer, gonfler la poitrine, plus fort. Ok, c'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Et résultat, les gens partent avec une image motrice, une respiration qui se fait comme ça. Et résultat, on garde cette respiration-là. Donc, on est perclus de choses comme ça qui font qu'on modifie et du coup, on vient impacter
notre sécrétion de cortisol. Et après, on est bourré de cortisol à cause de ces stimuli sur les corticosurrénales. Et là, il y a quelqu'un qui vient nous mettre sous pression. Ah, la blonde qui travaille dans le service à côté, elle vient me mettre sous pression. Et là, je pète un câble, je suis sous stress. Et quand on va me demander pourquoi je suis stressé, je vais dire, moi stressé, mais je ne suis jamais stressé. C'est l'autre blonde là-bas qui me stresse. C'est elle qui me met la pression. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas conscience que le stress est déjà intrinsèquement en eux. Et donc vont jeter la responsabilité sur la blonde, sur le blond, sur le patron, sur le collègue, sur la belle-mère, sur plein de choses. Voilà. C'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute des autres. Et ça, c'est très, très, très humain comme mécanisme. Donc, il faut juste reprendre cette responsabilité pour pouvoir comprendre que la respiration, déjà, est fondamentale dans la gestion de ce cortisol et de ce stress. Donc, on va faire l'exercice après. La deuxième chose qui amène énormément, c'est notre alimentation. On passe notre vie dans notre alimentation, et pour Étienne-Émile Beaulieu, ce grand endocrinologue, c'est même la première raison. On passe notre vie, notamment au travers de deux choses, à créer un stress cellulaire. Je vais même dire trois choses. Sachant que j'ai oublié de dire quelque chose quand même concernant la respiration. Dès lors qu'on est sur une respiration paradoxale, on est sur une ampliation avec une carence en oxygène. Et il y a un principe très ostéopathique et très médical qui dit que c'est le mouvement qui crée la fonction, c'est le mouvement qui crée la vascularisation et la vascularisation qui crée la fonction. Donc l'oxygénation et la fonction. C'est le mouvement qui crée la fonction au travers de l'oxygénation. L'oxygénation, dès lors qu'on est sur une respiration paradoxale, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse cet exercice aujourd'hui, on va tout simplement créer une carence en oxygène, une hypoxie relative. Or, l'hypoxie est un des vecteurs fondamentaux dans la mise en place de stress cellulaire. Ça a été décrit notamment par le professeur Carrel, Alexis Carrel, sur des cellules, on va dire, avec cette carence en oxygène. Et par des chercheurs aussi, on va dire, suédois, il y a très, 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 très longtemps, notamment sur des cellules de rat top. Il avait fait. Donc, on crée un stress cellulaire au travers de la carence en oxygène. Et quand on passe son temps à être en respiration paradoxale, inversée, on passe son temps à se mettre en hypoxie relative. Donc, on va générer un stress cellulaire. Et après, pareil, dès qu'on nous met sous pression, poum, le stress, il s'extériorise. Donc, l'alimentation. Dans l'alimentation, il y a deux choses qui amènent ce stress cellulaire, qui va s'extérioriser ensuite en un stress émotionnel dès qu'on va nous mettre sous pression. Vous avez compris le principe. La première chose, c'est tout simplement ce qu'on appelle des index glycémiques, c'est-à-dire les gens qui mangent avec des index glycémiques très élevés. Qu'est-ce que c'est l'index glycémique? C'est la capacité qu'a notre aliment à faire monter notre glycémie. Et dès lors qu'on est sur une glycémie élevée, c'est-à-dire un index glycémique élevé, on va avoir un pic d'insuline pour pouvoir transformer ces sucres en lipides. Et dès lors qu'on a un pic insulinique, on a quasi réactivement et proportionnellement une hypoglycémie derrière. Or, j'en ai parlé avec le mal alpha tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous permet de faire remonter la glycémie pour pouvoir combattre ou fuir? C'est tout simplement une poussée de cortisol. Et dès lors qu'on est dans une alimentation hyperglycémiante, avec des index glycémiques élevés, eh ben on va avoir sans arrêt des pics de cortisol et on va se mettre le plus naturellement du monde en hypercortisolémie, sans même s'en rendre compte. Et là, ce que je vous dis, ça touche mais quasiment 95% de la population occidentale. Avec l'industrialisation de l'alimentation, avec le sirop de glucose présent partout, même dans les salades vertes. Même dans les salés, c'est ça, même dans les plats préparés. Même dans les plats préparés. J'ai même appris récemment par des agriculteurs, quand j'ai fait une formation l'époux et agriculteur d'une de mes stagiaires, j'ai appris qu'ils injectaient du sirop de glucose, qui traitait des salades vertes au sirop de glucose, tout simplement pour créer de l'appétence. On se dit, où va le monde? Du sirop de glucose, il y en a partout avec l'industrialisation. On passe notre temps à faire monter nos index glycémiques, tout simplement par méconnaissance. Je prends un exemple, mais un truc fou que je vois, moi, en structure de soins. Les carottes. Je prends toujours l'exemple de la carotte parce que la carotte, ça marque tout le monde. Je mange une carotte crue. L'index glycémique d'une carotte crue va être relativement faible, à peu près à 35-40. Donc, en dessous d'un index glycémique moyen. Je prends la même carotte, je la fais cuire à la cuisson la plus saine qui soit,
c'est-à-dire la cuisson vapeur. L'index glycémique de ma carotte cuite cuisson vapeur passe de 35-40 à 85. Sachant que l'index glycémique du sucre raffiné en morceaux, c'est 70. Ça veut dire que je mange 100 grammes de carottes vapeur, pas assaisonnées, juste vapeur. C'est comme si je mangeais 115 grammes de sucre à la petite cuillère comme ça. Ça a le même impact glycémique sur notamment ma cortisolémie. Et les gens n'en ont pas du tout conscience. Je mange une baguette parisienne, l'index glycémique est 95. Une bonne baguette parisienne blanche, de farine blanche. Index glycémique 95, le sucre c'est 70. C'est comme si je mangeais 125 grammes de sucre. Et puis alors, je ne parle même pas du petit déjeuner parfait, équilibré, vendu par tous les médias, à savoir la tartine de pain parisienne avec du Nutella dessus et à côté le bon verre de lait, accompagné bien sûr d'un verre de jus d'orange. Le jus d'orange, c'est que des choses à index glycémique très élevé. Une orange, je la mange, c'est 30. L'orange, je la presse et je la bois, je suis entre 60 et 70, l'index glycémique, etc., etc. Et on passe notre temps à dire comme ça combien de gens mangent le matin au petit déjeuner un croissant, une baguette, avec un petit café avec du sucre, et puis finissent avec un verre de jus d'orange, qui est en plus un poison d'acidification, mais surtout qui a des index glycémiques très élevés. Donc on passe notre temps à faire ça et on ne s'en rend même pas compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas grave de manger des index glycémiques élevés. Moi, je dis tout le temps, j'ai le droit d'avoir envie de manger des chips. Index glycémique 95, je peux le faire. J'ai le droit d'avoir envie de boire une bonne bière. Index glycémique à 110, je peux le faire. J'ai le droit d'avoir envie de manger une madeleine. Index glycémique à peu près 80, je peux le faire. Ou j'ai le droit de manger du Nutella. Index glycémique à 70-80, je peux le faire aussi. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est de manger mes chips en buvant ma bière et en finissant avec les madeleines que je vais tremper dans le Nutella. C'est le cumul qui n'est pas bon. Et le problème, c'est quand je le dis, ça fait sourire, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on fait tout le temps dans notre vie occidentale de tous les jours, tant qu'on n'est pas dans cette conscience-là. Donc, ça veut dire que si je mange des index glycémiques élevés, je mange aussi des index glycémiques bas et j'adapte. Et c'est moi qui régule. Donc tout ça, je le fais en pleine conscience par rapport à ma vision, on va dire, et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que si je ne le fais pas, je me retrouve en hypercortisolémie. Et après, si j'écoute Étienne-Émile Beaulieu et tous les grands neuroendocrinologues de la planète qui en ont parlé, notamment sur le sommet du bien vieillir à Las Vegas, je crois que c'est en 1998 ou 96, je me rappelle plus, on se retrouve avec une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires ou de cancer qui augmente de 150% juste à cause de l'alimentation index glycémique élevée. Et ça, c'est à cause du cortisol. Donc du stress qui va générer un stress cellulaire. Et on le sait, notamment les cancers, on a tous des cellules cancéreuses en nous. Ce qui fait qu'on développe un cancer ou pas, ce n'est pas le cancer, c'est l'inflammation cellulaire qu'il y a derrière. Le cancer ne peut se développer que sur des cellules enflammées. Si les cellules ne sont pas enflammées, si les cellules sont en parfait fonctionnement, si les cellules sont s'auto-corrigent, s'auto-traitent, etc., le cancer ne se développera pas. Et d'où l'importance de travailler sur ces inflammations cellulaires. Et une des choses fondamentales, ce sont ces index glycémiques qui vont créer, au travers de cette hypercortisolémie, un stress cellulaire majeur. Et à partir de là, développement des pathologies derrière. Donc, on peut changer les choses, mais il faut le faire en conscience. Juste en ayant conscience de ces mécanismes, notamment de l'index glycémique alimentaire, qui sont fondamentaux. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre ces mécanismes-là. C'est la raison pour laquelle, on en reparlera en fin de webinaire, il y a plein de choses derrière qui les amènent vers ça. Et puis, il y a une autre chose dont on parle très peu sur la gestion du stress, c'est l'acidose cellulaire. En fait, tout ce qui va, je disais tout à l'heure, je vous ai dit, quand on met une personne sous pression, il ne peut sortir de cette personne que ce qu'elle a en elle. S'il sort un stress émotionnel, c'est qu'elle a un stress cellulaire intrinsèque. Une troisième chose qui amène un stress cellulaire, c'est notamment l'acidose cellulaire. Oui. Les process d'acidose. Et on est quasiment autant en Asie. J'ai travaillé sur l'Asie, j'ai fait des examens cliniques radiologiques et des bilans sur des peuplades asiatiques, notamment des cultivateurs en Thaïlande. Autant eux, ils sont généralement et globalement dans des process, on va dire, d'équilibre acido-basique avec
une alcalinité relative et qui est souvent une légère alcalinité globale. Il faut savoir que quasiment tout dans notre corps est alcalin. Les seules choses qui soient véritablement acides ou acidifiées dans notre corps, c'est notre estomac, notre peau, qui est un pH à 6. Et à part ça, il y a quasiment tout. Et le sang est alcalin, la salive est alcaline, les urines sont alcalines, normalement, hein, etc. L'intestin légèrement alcalin, ça aussi, c'est un truc. Quand j'entends dire systématiquement par des médicaux que notre intestin il a un pH acide, notre intestin ne peut pas avoir un pH acide. Le microbiote intestinal ne peut s'équilibrer et ne peut survivre que dans un pH neutre à légèrement alcalin. Donc, si le pH est acide, comment? Ben oui, c'est le travail de la bile. La bile, c'est un des plus puissants alcalinisants qui soit. Elle est conçue, la bile et les sucs pancréatiques, les deux, sont conçus pour qu'un bol alimentaire qui quitte l'estomac avec un pH à 2,5, 3, puisse arriver 20 cm plus loin dans notre intestin et préserver le microbiote intestinal en évitant l'acidose. Donc, fait passer mon pH de 3,5 ou de 3 à légèrement au-dessus de 7, grâce à la bile et grâce au suc pancréatique. Et ça, c'est pareil, hein, je vais revenir, mais il y a un lien entre tout, c'est aussi le travail de la respiration qui va venir pomper le foie et qui va permettre la sécrétion biliaire, les fameux 1 litre 100 de sécrétion biliaire qui désacidifient notre bol alimentaire. Quand on respire mal, les sécrétions biliaires ne sont plus quand on est en respiration paradoxale, on est plutôt sur 700-800 millilitres de sécrétion biliaire. Et cette carence en sécrétion biliaire vient générer derrière une acidose relative au niveau de l'intestin, qui fait que notre microbiote est abîmé. Mais c'est autre chose. Par contre, on élimine aussi des acides par la respiration. Ah, mais bien sûr qu'on élimine des acides par la respiration. Aussi, tout est conçu dans notre corps pour éliminer les acides et non pas pour se les garder intrinsèquement. Et le problème, c'est que notre alimentation est un des premiers vecteurs. Il n'y a pas que l'alimentation qui nous met en acidose. Il y a l'environnement, il y a la pollution, il y a le stress, il y a le sport, les prises médicamenteuses, tout ça, ça nous met en acidose. Par contre, le premier vecteur, le vecteur sur lequel on peut jouer pour nous remettre en alcalose, c'est l'alimentation. Et dès qu'on est en acidose, on va créer les process inflammatoires. Et les cellules ne peuvent pas faire autrement que de s'enflammer en état d'acidose. Donc, encore une fois, c'est tout ce qui est en HIT. Hein. Le problème, c'est que dès que je suis inflammé en acidose, je vais être sous stress. Je vais comparer ça un petit peu à un aquarium avec des poissons. Si les petits poissons ils sont dans un pH bien équilibré, les petits poissons sont heureux. Tout baigne pour eux sans aucun mauvais jeu de mots. Et dès lors que je vais mettre de l'acide dans l'eau, elle va commencer à flouter, à devenir verte. Elle va devenir toute verte. Elle va faire des algues. Et si je ne fais pas attention, je vais me retrouver le plus naturellement du monde avec des petits poissons, tous morts, de ventre à l'air, 4 jours après. Pourquoi? Parce que j'ai changé l'équilibre acido-basique de leur environnement. C'est la même chose avec nos cellules. Nos cellules, ce sont nos petits poissons à nous. Elles baignent dans un environnement qui est un état. Dès que l'état vient en état d'acidose, alors comme l'eau, on devient tout vert. Alors, sauf que nous, on n'est pas vert. Hein. Par contre, on commence à faire des parasitoses, des candidoses, etc., etc. Et puis, les petites cellules, boum, quelques jours après, elles vont d'abord s'enflammer. Et donc, c'est l'inflammation. Je prends un exemple, ça peut être un exemple sur un estomac, ça peut être une gastrite, par exemple, avec un déséquilibre acido-basique. Les cellules s'enflamment, c'est la gastrite. Et puis, à force de s'enflammer, d'être sous stress, ces cellules-là, elles vont mourir. Et donc là, par exemple, pour l'estomac, ça s'appelle un ulcère à l'estomac, par exemple. Voilà un cas concret de déséquilibre acido-basique. Par contre, ces déséquilibres acido-basiques vont créer l'inflammation cellulaire et cette inflammation cellulaire qui va créer le stress cellulaire. Et ce stress cellulaire, ou vice-versa, et ce stress cellulaire, dès qu'on va nous mettre sous pression, va s'extérioriser au travers d'un stress émotionnel. On ne peut sortir de nous que ce que l'on a intrinsèquement en nous. Donc, il faut impérativement aussi jouer sur ce déséquilibre acido-basique. Et puis, c'est passionnant. Et puis, tout ce lien avec le microbiote, donc tu nous expliques là qu'il est complètement dééquilibré, ce lien aujourd'hui qui est complètement étudié. Le lien corps-esprit, intestin-esprit, il n'est plus à démontrer, il est juste. Il est établi. Là. Il est établi maintenant. On le sait que dès qu'on modifie la physiologie de notre intestin, et une des premières choses qui va la modifier, notamment, c'est la respiration, et aussi le rôle de l'impact de la respiration sur les anses intestinales qui vont venir impacter. Mais tout ça, j'explique souvent beaucoup.
dès qu'on modifie la physiologie de notre intestin, on modifie les schémas émotionnels qui vont avec. Ça se fait au travers d'un nerf très basique, hein, qui est le système, c'est toujours le même système qui intervient, c'est le système neurovégétatif, le système nerveux indépendant de notre volonté, et savoir notamment le nerf vague. C'est une autoroute qui va dans les deux sens, qui fait le lien entre notre cerveau, on va dire limbique, émotionnel, et notre microbiote intestinal, du moins le complexe, je ne vais pas dire le microbiote, mais je vais dire le complexe intestin-microbiote, qui est en fait une glande, qui est une glande endocrine, avec les plaques de Peyer que très peu de gens connaissent, et qui vont être à l'origine de la sécrétion notamment de cette fameuse hormone sérotonine, qui est une des hormones du bien-être, ou du moins de la fierté, de la reconnaissance de soi dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment important de comprendre cet état, on va dire, ces déséquilibres acido-basiques, parce que ça impacte quasiment tout. Ça impacte notamment l'intestin, mais ça impacte aussi tout notre système métabolique, tout est impacté. Et bien sûr, nos schémas émotionnels derrière, forcément. Après, il y a encore d'autres choses qui viennent impacter. Il y a les tiroirs, ils s'ouvrent les uns après les autres. Mais oui. La liste se remplit de ces tiroirs parce qu'il y a encore plein de choses. Notamment, il y a une chose fondamentale qui va être à l'origine de ce stress émotionnel, c'est notre hydratation, les carences hydriques. Là, j'aimerais citer, tu le connais, tu l'as interviewé, tu as travaillé avec lui, je vais citer Marc-Henri, sur cette eau moléculaire, cette eau, on va dire structurée, cette eau polymorphe, cette eau invisible qui nous habite et qui est à l'origine donc de ces flux liquidiens qui vont déterminer nos émotions. En fait, comment on fonctionne? On a une eau qui est une eau physiologique, et puis qu'on voit, hein, une eau visible, qui est l'eau qu'il y a dans les disques intervertébraux, qu'il y a dans les urines, etc., qui baignent nos cellules et tout. Ça, c'est l'eau, on va dire, physiologique. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au niveau de chaque cellule, il y a de l'eau moléculaire, qui est une eau dans les champs, on va dire, invisibles, dans les champs quantiques et dans les espaces quantiques, dans ce vide quantique, et qui est une eau qui a certaines particularités. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Par contre, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres webinaires avant, que les personnes qui assistent à ce webinaire peuvent aller voir, c'est les webinaires Vivo Joe, dont on a parlé, hein, qu'on a vu, le dernier, c'était il y a un mois, je crois. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de cette eau, en fonction de comment on s'hydrate, va déterminer les flux liquidiens qu'il y a dans notre corps et vont être en lien avec nos postures notamment. Et ce sont nos postures et ces flux liquidiens par rapport à la qualité de cette eau qui vont déterminer les flux électriques. Ces flux électriques qui vont remonter, tiens, encore une fois, toujours par le même système neurovégétatif vagal. Ah, c'est drôle quand même. Il est toujours là. Il est toujours là, lui. Ça va pas. Et ça va remonter ces flux électriques jusqu'à notre cerveau limbique pour venir rentrer en résonance avec nos mémoires, toutes nos mémoires positives ou mémoires négatives, pour venir être à l'origine de nos émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est en grande partie lié à la qualité de l'eau que l'on va être intrinsèquement. Cette eau que l'on est va être déterminée, on va dire, par l'eau que l'on consomme, c'est-à-dire la qualité de l'eau que l'on consomme. Mais par contre, l'eau que l'on consomme va se transformer en fonction de l'eau que l'on est, c'est-à-dire en fonction de nos schémas propres émotionnels. Pourquoi? Parce que ce sont nos schémas émotionnels qui vont être à l'origine de ces flux aussi liquidiens, qui vont perturber ces flux et qui vont impacter et créer des résonances comme ça avec c'est un peu le chat qui se mord la queue, tu vois, c'est la poule qui fait l'œuf et l'œuf qui fait la poule. On fonctionne comme ça en permanence. Et donc, forcément, pour pouvoir interagir avec ça et pour pouvoir interagir sur ce stress qui est lié, stress émotionnel qui est lié et cellulaire, qui est lié à ces flux liquidiens et à cette carence en eau, parce que dès qu'on est carencé en eau, on vient impacter notamment l'aspect cellulaire. Et donc, l'aspect cellulaire, la cellule, c'est la quatrième raison pour moi qui fait que les cellules s'enflamment, c'est la carence en eau. Et dès qu'on est carencé en eau, on vient créer une inflammation, un stress cellulaire. Et dès qu'on est mis sous pression, poum, ce stress s'extériorise au travers d'un stress émotionnel. Et donc, il faut être très attentif à la qualité de l'eau que l'on va consommer, c'est-à-dire, et notamment dans ces aspects, on va dire, et acido-basiques,
mais surtout dans ces aspects toxiniques, c'est-à-dire les pesticides, tous les produits qu'il y a, les dérivés médicaux, hormonaux, etc., sur les eaux qui ne sont pas traitées, les nitrites, enfin bref, tous les résidus à sec, etc., qui vont venir impacter derrière cette qualité de l'eau et donc ces flux lipidiens. Donc, très important de travailler sur son hydratation aussi, parce qu'en fonction de la qualité d'hydratation, on va venir impacter les émotions. Donc, pour travailler sur ces émotions, il faut travailler sur l'hydratation, sur ce stress, mais il faut aussi lâcher les émotions, parce que rappelez-vous que vos émotions vont déterminer l'eau que vous consommez, la qualité de l'eau que vous consommez. Parce que l'eau se modifie en permanence, notamment au travers de cette résonance avec nos schémas émotionnels. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça se fait au travers de vortex, d'espace, on va dire, intermoléculaires. Mais ça, je l'ai expliqué dans le webinaire il y a un mois en arrière. Donc, impacter ce stress cellulaire, qui est une origine hydrique, au travers de deux choses. À la fois la qualité de l'eau que vous consommez, et à la fois l'eau qu'on consomme. Déjà, première chose basique, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est filtrer votre eau. Ça peut se faire avec une brite, avec n'importe quoi, mais un système de filtration plus ou moins, on va dire, efficace, mais filtré. Mais derrière, ce n'est pas tout de filtrer. Ce qui est encore mieux, c'est de filtrer derrière et de restructurer l'eau. Et cette restructuration de l'eau, par exemple, quand j'ai une bouteille et que je filtre mon eau et que je la mets dans une bouteille en verre, c'est le cas avec cette bouteille-là, et que je la mets derrière dans une bouteille en verre, je n'ai jamais de bouteille en plastique personnellement, j'ai que des bouteilles en verre. Une fois que j'ai mis dans la bouteille en verre, ce que je fais, c'est qu'avec une tige, et je le fais juste une fois, avec une tige, on en a déjà parlé, je crée un vortex inversé, parce qu'on est quand même sur le continent de l'hémisphère nord, donc je crée un vortex inversé pour restructurer cette eau, qui me permet ensuite d'ailleurs de pouvoir la boire, et de boire une eau structurée qui va venir impacter la physiologie cellulaire et donc le stress cellulaire qui va en découler. On a tout intérêt à le faire. Et puis, apprendre à lâcher aussi ses émotions. Oui. Et oui, mais tu vois, cette notion d'émotion, elle arrive, alors il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie, mais elle arrive quand même en 4e position. Et c'est vrai que quand on pense au stress, tout de suite, on va penser petit vélo, voilà, la petite roue dans la tête. Et en fait, voilà, on voit bien les différents axes que tu as partagés là ce soir, qui sont majeurs et bien plus puissants, avec ton image de l'orange, bien plus puissants que simplement les pensées. Absolument, parce que le petit vélo dans la tête, c'est le mental. C'est le résultat. C'est le résultat, c'est la conséquence de tous ces déséquilibres avant. Ce n'est que la conséquence, c'est la résonance avec notre vécu, avec le comparatif qu'on fait par rapport au passé ou l'anticipation qu'on fait avec quelque chose qui n'est que, pour l'instant, qui n'est pas encore arrivé, qui n'est que supputation, on va dire. Et ça, c'est le mental qui fait ça. Et donc, et ça se fait au travers de ces résonances émotionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce vélo, c'est juste les pensées qu'on a dans la tête. Et nos pensées, nos mécanismes de fonctionnement, ce ne sont pas nos pensées qui créent nos émotions. Ce sont nos émotions qui créent nos pensées. C'est là où l'erreur, souvent, les gens parce que certaines personnes disent il y en a notre vécu qui crée des pensées, qui crée nos émotions. Non, 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 non. On a un vécu qui crée des croyances, qui a mis en place des valeurs et qui vont déterminer nos émotions. Et ces émotions que l'on va avoir, qui rentrent en résonance avec notre vécu, ça se fait au travers de l'eau, vont venir être à l'origine de nos pensées. Et ces pensées, qui vont être soit conscientes, soit inconscientes, c'est des petits vélos dans la tête, en conscience ou pas en conscience, vont être à l'origine de nos mots, MOTS, la communication, à l'origine de nos actes, de ce qu'on met en place, et à l'origine de nos mots, MAUX, si elles basculent dans le domaine du subconscient, c'est-à-dire de l'inconscient. Et ce sont ces mots, ces actes et ces mots qui deviennent à leur tour notre vécu. Et on tourne en boucle. Et oui, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est que la conséquence. Et c'est la conséquence de tout ce que j'ai dit, avant, qui va venir impacter nos schémas émotionnels par cette résonance avec notre vécu. C'est passionnant ce que tu nous as montré ce soir. Et puis, par ce sujet qui est à la fois omniprésent dans nos vies et complexe, tu nous montres ce soir, et c'est aussi ce qu'on voulait montrer avec Vivo Vojo et Dynamica ce soir, qu'un sujet
il y a de multiples thématiques comme celle-ci, mais en prenant cet exemple du stress, on peut voir qu'on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas résoudre cette problématique, parce que c'est quand même, quand c'est omniprésent à ce point, ça pose quand même problème, et tu nous l'as expliqué dans nos vies. On ne peut pas le prendre à travers un seul axe, un seul prisme, et en fait, il faut poser un regard global, holistique, hein, pour reprendre le mot, tout à fait. mais vraiment général, pour pouvoir avoir une axe d'approche et avoir voilà, une santé un peu globale et complète pour y apporter des réponses. Si on essaye d'approcher le stress d'une façon segmentée, comme il est souvent fait, c'est-à-dire, OK, on va gérer, libère tes émotions. Voilà. Comme ça, tu vas libérer ton stress, libère tes émotions. Oui. Mais qu'on ne règle pas les problèmes avant, oui. Les mécanismes émotionnels négatifs vont revenir. Tout simplement parce que la résonance avec les croyances, elle y est en permanence, en permanence. Si on essaye de régler le stress au travers de, tiens, on va faire taire ton mental, tu vas travailler dans le moment présent et tu vas te mettre que dans le moment présent et tu vas passer sur une communication non violente, etc. Non violente avec les autres, mais surtout non violente avec toi-même. Tu règles qu'un problème, tu es segmenté, etc., etc. Si on veut régler le problème du stress, comme tu dis, il faut avoir cette vision holistique, cette vision globale de l'individu et surtout comprendre pourquoi le stress se met en place. Le stress n'est qu'une résonance par rapport à un vécu qui vient faire résonner ce vécu-là. Et ce qui va faire résonner ce vécu, ce sont les mécanismes physiologiques, cellulaires, etc., et fluidiques qui vont venir mettre en résonance. Donc, si on ne règle pas les mécanismes fluidiques, les mécanismes intrinsèques derrière, dans une conscience, on va dire, et dans une compréhension que j'essaye de rendre la plus simple possible au travers du webinaire ou au travers des formations que je fais derrière ou des modules ou des capsules qu'on fait derrière, si on ne règle pas ce problème intrinsèque, on aura beau faire tout ce qu'on veut, pour moi, ça serait un petit peu travailler sur le stress en réglant juste les schémas émotionnels. C'est un petit peu comme, ou les schémas de pensée, c'est un petit peu, ou le mental, c'est un petit peu comme, on va dire, aller avoir une fuite d'huile dans mon moteur, et j'ai mon moteur qui perd son huile, et que je vais voir le garagiste, et que le garagiste, il me dise, Silver, vous avez qu'à acheter 10 litres d'huile, et puis chaque fois qu'il n'y en a plus, vous en remettez. C'est-à-dire qu'on remet systématiquement de l'huile dans le moteur, alors qu'il suffirait tout simplement qu'on aille boucher le trou dans le carter en dessous pour que la fuite s'arrête. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est du palliatif. Voilà, je vais utiliser un terme très dur, c'est du palliatif de travailler que sur les schémas émotionnels pour gérer son stress. Ce n'est pas on va dire, du causalgique. Ce n'est pas l'origine du stress. L'origine du stress, c'est une réaction physiologique cellulaire qui va venir impacter derrière les flux liquidiens en résonance avec ces champs-là, avec ces champs quantiques, et qui va venir perturber au travers de ce système neurovégétatif, le système nerveux indépendant de la volonté, parasympathique, orthosympathique. Si je dois comparer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système nerveux qui est parallèle, qui est indépendant de notre volonté, qui est régi par deux systèmes. Le parasympathique, qui est en quelque sorte, pour une voiture, le frein, et l'orthosympathique, qui est l'accélérateur. Et on doit, comme vous conduisez, vous freinez, vous accélérez, vous régulez votre vitesse au travers de l'accélération et du freinage. Et votre vitesse est linéaire, votre vitesse est bonne, et vous respectez le code de la route et vous n'avez pas d'accident. Si maintenant vous rentrez dans votre voiture avec le pied au plancher sans jamais freiner, vous allez avoir un accident. Si vous rentrez dans votre voiture et que vous avez le pied sur le frein et que vous ne lâchez jamais le pied sur le frein, vous n'avancerez pas. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. On est sans arrêt là-dedans et on agit en permanence sur ce système neurovégétatif. Et c'est ce système neurovégétatif qui est à l'origine de tous ces flux, notamment ces flux neuroélectriques, qui est à l'origine du lien entre notre cerveau limbique et notre intestin grêle, qui est à l'origine de tout ça et qui fait qu'on est stressé ou on n'est pas stressé. Et si on veut réguler, il faut travailler sur le fond pour pouvoir impacter le système neurovégétatif, pour pouvoir impacter les flux électriques, pour pouvoir impacter les schémas émotionnels qui rentrent en résonance avec nos mémoires. Les mémoires, on ne peut pas les enlever. On a des mémoires. C'est clair, elles sont ce qu'elles sont. On a vécu du positif, on a vécu du négatif, on s'est créé des croyances. Ces mémoires, on ne peut pas les enlever. On peut travailler sur nos croyances, on peut transformer nos croyances en avatars positifs. Ça, on peut le faire. Mais si on ne vient pas travailler sur on va dire pour moi, la physiologie, c'est ce système cellulaire et ce stress cellulaire,
c'est le ciment, on va dire, de toute notre construction derrière. C'est-à-dire que si je ne vais pas travailler sur ça, c'est comme si j'essayais de monter une maison avec des briques sans ciment. Si je veux que la maison elle tienne, il faut mettre du ciment. Et le ciment, c'est cette compréhension de ces mécanismes physiologiques-là qui vont venir impacter nos schémas émotionnels, être à l'origine de notre stress. Qui est d'abord un stress cellulaire avant de passer à un stress émotionnel. Oui. On a une question là-dessus et je rappelle qu'on va répondre à, oui, Sylvain va répondre à vos questions tout à l'heure. Mais en tout cas, merci d'avoir remis en lumière le côté complémentaire et multi-axe, encore une fois, d'un sujet, de voir à quel point, voilà, tout, on peut pas prendre par une seule direction, par un seul prisme. Le corps, je crois que c'est Maryse dans le chat qui nous disait que le corps est un grand chaînon. C'est exactement ça. Et on ne peut pas prendre par juste, on ne peut pas se regarder à la loupe. C'est impossible. Et pour répondre à Maryse, parce que je vois le chat à côté aussi, le vortex, c'est bien, dans l'hémisphère nord, c'est bien dans un sens anti-horaire. Quand vous regardez une bande de lavabo, de bidet ou de baignoire se vider, vous verrez que l'eau sort toujours dans un vortex qui est anti-horaire. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Oui. Donc, il faut stimuler dans le sens anti-horaire. Dans l'autre sens. On va répondre, il y a des questions par rapport Le sommeil, je vais en parler, Nicolas. Je vais en parler. Le sommeil, ouais, tu pourras nous donner des indications. Mais voilà, en tout cas, ce que Silver voulait vous partager, ce qu'on voulait vous partager ce soir avec Vivo Vojo, c'est vraiment de chaque chose de notre quotidien. Là, on a abordé le stress, mais encore une fois, ça peut s'appliquer à de multiples thématiques. Des troubles digestifs, des troubles endocriniens, des maladies auto-immunes, voilà, qui sont extrêmement présentes et souvent sous-diagnostiquées dans la population, doivent se regarder sous plusieurs regards. Et c'est à travers de cette idée-là, d'avoir plusieurs axes, qu'on voulait vous parler du programme en fait Dynamica qu'on met en place, qui est en place avec Vivo Vojo. L'idée, c'est d'avoir une thématique nouvelle chaque semaine, complémentaire, qui permet d'aborder ces sujets avec ces différents axes. Et donc, tu as parlé d'hydratation ce soir, tu as parlé de l'indice glycémique, tu as parlé de l'équilibre, de la respiration, du cortisol. Tu vas en reparler mieux que moi, mais en fait, tous ces sujets ont été abordés au travers de Dynamica dans des dossiers que tu as proposés. Que j'ai proposé, mais je vais même dire mieux, que moi-même j'ai proposé, mais que des fois j'ai proposé en collaboration avec d'autres intervenants, notamment je pensais à Denis, avec qui on avait fait notamment un webinaire conjoint sur la respiration, et puis d'autres intervenants, médecins ou autres qui ne sont pas médecins, mais qui parlent du même sujet que moi, avec des axes, des visions, on va dire, différentes, mais qui sont conjointes, qui sont concordantes, pardon, et qui permettent d'avoir une vision, on va dire, pour l'auditeur, une vision globale du mécanisme de fonctionnement. Oui, on regarde le sujet avec un œil différent, avec des spécialités différentes et avec votre parcours. Et donc voilà, donc Dynamica, pour vous expliquer, c'est un dossier, une thématique qui est abordée chaque semaine avec des intervenants extrêmement variés. Je peux en citer quelques-uns. Donc tu parlais de Denis, le docteur Denis Quester, anesthésiste qui est spécialisé dans le biohacking, est intervenu également sur la plateforme le docteur Laurence Pousset, qui est docteur en neurosciences, le docteur Denis Beda, biophysicien, le docteur Olivier Silem, qui avait fait également un webinaire sur Vivo Vojo, qui est neurologue, le docteur Lodivic Rondini, qui est une référence en France sur la micronutrition. Qui est incroyable. On peut citer le docteur Madel-Rieux, Olivier Madel-Rieux. Les neurosciences. Les neurosciences. Des neurosciences, bien sûr. Qui vient également proposer des sujets. France Guillain est venu nous parler également des graisses brunes. Michel Donia, on a le docteur Jade Allègre qui vient bientôt également, qui est une référence aussi dans l'approche de santé holistique. Le docteur Robert Larsonneur, on a Alain Huot, qui est aromathérapeute, aromatologue, naturopathe. Et puis toi, voilà, qui est venu et qui vient avec ce regard de la posture, du corps, et puis toute la sphère émotionnelle comme tu nous l'as partagé ce soir. Tout à fait. Donc, c'est sous le principe d'un abonnement, donc avec ce dossier, un dossier extrêmement travaillé que nos auteurs, que je viens de vous partager là, nous proposent chaque semaine, un dossier de 45 minutes, 1 heure, sur un dossier spécifique. Donc là, quand Silver vous parle par exemple de l'acido-basique, et tu nous as déjà donné plein de détails, mais tu en as parlé peut-être une petite dizaine de minutes, là tu en as parlé pendant 45 minutes. Quasiment 1 heure même, je crois que la capsule faisait presque 1 heure, tout à fait.
tu vas bien plus en détail, tu donnes des exemples, des conseils. Et puis des supports derrière PDF avec la liste, avec les listes des aliments acidifiants, alcalinisants, et pareil pour les index. Enfin, bref, c'est toujours assez complet, on va dire, et pareil pour le cortisol. Enfin, à chaque fois, il y a des supports derrière. Mais que ce soit avec moi ou que ce soit avec tous les autres intervenants sur la plateforme. Chaque dossier est extrêmement approfondi, extrêmement travaillé. Il y a un support derrière technique et qui fait des dossiers, qui permet d'avoir des dossiers très beaux visuellement, d'une très belle qualité, des supports incroyables avec des pratiques de méditation, d'exercices. Tu parlais du diaphragme tout à l'heure. Tu nous as proposé un magnifique exercice dont les dynamiqueurs, c'est comme ça que les abonnés se sont surnommés, travaillent encore au quotidien. Tu nous expliquais comment mettre l'étirement du diaphragme. L'étirement du diaphragme. On t'embête avec ce mot étirement, mais ouais, c'est à chaque fois les puristes viennent me titiller là-dessus en disant un diaphragme, ça ne s'étire pas. En effet, mais comme je suis corse et provocateur, ben, je m'acharne et je prends un malin plaisir à continuer à dire l'étirement du diaphragme. Et il est incroyable cet exercice parce que vraiment, dans ces bonus-là, on peut aller travailler au quotidien sur des spécificités en relation avec les dossiers. Je vois Farid qui nous dit que sur Dynamica, alors tout en haut, en fait, vous avez dossier et vous avez pratique. Et dans les pratiques, vous avez tous les exercices avec des méditations de tous les intervenants qui viennent, méditation, exercice, étirement. Tu as proposé des dizaines d'exercices d'étirement, que ce soit les épaules, le genou, les diaphragmes. Enfin, il y a plein de pratiques à aller creuser. Donc voilà, ces bonus sont extrêmement complémentaires de tous ces dossiers qui se complètent sur un même sujet. Et puis la pépite également, donc c'est une médiathèque incroyable avec tous les différents sujets qu'on vient d'aborder. Et puis la pépite de ce programme, c'est surtout ce moment que vous nous permettez derrière le dossier qui est partagé. Il y a 1 heure, il y a un live comme on peut le faire ce soir, mais qui est dédié seulement aux questions. Donc c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage pour remettre un peu de l'humain et du lien dans ces formations et dans ces webinaires où il y a parfois un peu moins d'interaction. C'est vraiment un moment privilégié comme ceci. Et puis, vous avez accès, en étant abonné à ce programme Dynamica, à toutes les formations que nous proposent les auteurs. Donc, tu proposes de différentes formations. Silver, on peut parler des troubles musculo-squelettiques. Alors, j'ai retiré le terme trouble musculo-squelettique parce que j'ai demandé à Vivo Vojo de changer le terme et d'appeler ça stop aux douleurs chroniques. Vivre une vie sans douleur. Voilà. C'est ça, exactement. Pour expliquer qu'en fait, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques, donc c'est en fait toutes les douleurs qu'on peut avoir. Et donc, j'ai une formation sur Vivo Vojo sur en finir avec les douleurs, une vie sans douleur. J'ai une formation aussi, j'ai des formations sur du Bouddha, sur les clés du Tai Chi au service du développement personnel. C'est le lien Tai Chi développement personnel, Tai Chi Qigong et développement personnel, que j'ai fait en collaboration avec un maître Tai Chi qui est Brice Clément. Et une troisième formation qui est les clés des grands sportifs au service du quotidien, en fait, c'est-à-dire au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai accompagné des sportifs de haut niveau et ces clés qu'on utilise pour les sportifs de haut niveau, elles sont exactement les mêmes pour performer, non pas la performance professionnelle, mais la performance de vie au quotidien pour monsieur et madame tout le monde. Donc, du coup, j'ai rendu ces clés disponibles pour tous et pour toutes pour pouvoir performer sa vie, vivre une vie sans douleur et bien dans sa tête et dans son corps. Complètement. Et ces formations sont pour les abonnés Dynamica. À prix réduit à 40% de réduction toute l'année sur ces formations pour aller encore plus loin sur les sujets qui sont abordés. Je vois Solène, par exemple, qui parle de la posture. On va pouvoir y revenir dans les questions. Sylvain a fait un magnifique dossier d'1 heure sur la posture avec plein d'exercices derrière. Donc voilà, ça vous permet d'avoir des dossiers extrêmement précis, extrêmement détaillés, des exercices, un moment privilégié avec l'auteur pour échanger, où l'auteur répond à toutes les questions. Et un accès aux formations toute l'année à prix réduit pour un abonnement qui est de 19,50 € par mois avec une thématique nouvelle chaque semaine. Déjà, rien que l'abonnement permet, je le dis, mais ça paraît tellement logique, rien que l'abonnement permet déjà d'avoir 40% de remise sur les formations. C'est-à-dire quand on est intéressé par une formation, rien que le fait de prendre l'abonnement permet déjà d'économiser de l'argent. Donc l'abonnement est déjà rentabilisé rien que sur l'achat d'une formation. Donc autant en profiter, surtout que ça donne accès à tous les autres
intervenants et tous les autres modules qu'il peut y avoir derrière. Et Dieu sait qu'il y a du beau monde sur Dynamica. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça en tant qu'intervenant, une plateforme où il y a autant de beau monde, on va dire, simultanément. Voilà. Une médiathèque pluridisciplinaire extrêmement qualitative et des auteurs d'exception. Donc voilà, on sera ravis de vous y retrouver en tout cas. Et vous recevrez de toute façon toutes les informations que nous venons de vous partager ce soir, dès demain dans votre boîte mail avec le replay du webinaire, du magnifique webinaire que tu viens de nous partager, Silver. Qui n'est pas fini puisque je dois vous montrer l'exercice et répondre aux questions. Et c'est l'heure maintenant, j'allais vous dire, de répondre aux questions. Par quoi veux-tu commencer? Par les questions ou par l'exercice? Alors, je pense qu'on peut poser quelques questions, répondre à quelques questions. Allez, et ensuite, avec plaisir. Et ensuite, je ferai l'exercice. L'exercice dure 5 minutes, donc ça ne prend pas énormément de temps. Avec plaisir. Alors, on a deux personnes, je n'ai plus les noms, mais je vais les retrouver, qui nous parlaient du sommeil. Nicole nous parlait du sommeil et Solène. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le sommeil lié au stress? Alors, me demander à moi de dire un mot, moi qui suis bavard, ça va être très compliqué. Je commence comme ça et je finis comme ça. Donc, je vais essayer de dire quelques mots sur le sommeil pour ne pas prendre trop de temps. Le sommeil est en lien directement avec notre capacité d'adaptation, c'est-à-dire la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à toutes ces contraintes, notamment ces contraintes émotionnelles. C'est un des bras de levier, on va dire, fondamentaux dans la gestion de ce stress. Et c'est quelque chose qu'on travaille énormément en tant que staff médical avec les sportifs de haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui leur permet cette récupération. Quand on parle de sommeil, on parle de récupération. On ne parle pas de sommeil. Et cette récupération, c'est ce qui leur permet de pouvoir performer dans leur performance sportive. C'est exactement la même chose pour nous, pour performer dans une performance de vie, c'est-à-dire de bonne santé, de bien-être émotionnel, etc., etc. Le sommeil est fondamental. Surtout que le sommeil, c'est quoi? C'est une hormone qui est la mélatonine et qui est l'hormone antagoniste d'une autre hormone qui est le cortisol. Et très souvent, c'est la mauvaise gestion du cortisol qui va venir impacter et nous empêcher d'être dans cette sécrétion, on va dire, de mélatonine, parce que ce sont deux hormones antagonistes. Le cortisol, c'est principalement le matin qu'on en a. C'est la raison pour laquelle je me bats, par exemple, en disant, s'il y a bien un repas qu'on peut sauter, c'est le petit-déj, parce que c'est le seul moment où on n'a pas besoin de glucides. Le corps a des taux de cortisol les plus élevés le matin, entre 8h et 10h, et c'est ce cortisol qui fait monter notre glycémie. Donc, s'il y a bien un moment où on n'a pas besoin de glucides pour avoir de l'énergie, c'est bien le matin, parce que notre cortisol s'en charge. Donc, c'est le matin. Le cortisol, son pic le plus bas, c'est en fin de journée. C'est-à-dire que plus on avance dans la journée, plus sa sécrétion diminue pour être quasi nulle, on va dire, en fin de journée, au moment où on va tomber dans le sommeil. Et c'est cette baisse de cortisol qui va faire qu'on va pouvoir basculer dans le sommeil. Et c'est ce sommeil qui va nous permettre de récupérer et de stabiliser, on va dire, ces process cellulaires, notamment au travers du sommeil profond, du sommeil lent profond. 3 phases dans le sommeil, des cycles, succession de cycles, cycles d'en moyenne 90 minutes, et dans ces cycles de 80 minutes, 3 phases, sommeil paradoxal, sommeil lent superficiel, sommeil lent profond. Les premiers cycles de sommeil lent profond sont très importants et très peu de paradoxal et de superficiel. Et plus on avance dans la nuit, plus les cycles de sommeil profond diminuent et les cycles de sommeil paradoxaux et superficiels augmentent. C'est la raison pour laquelle on rêve beaucoup plus en fin de nuit qu'en début de nuit. Par contre, on récupère beaucoup plus en début de nuit qu'en fin de nuit. Dès qu'on est sur une alimentation déséquilibrée, dès qu'on est sur un stress cellulaire, quel qu'il soit, et qu'on vient stimuler cette cortisolémie, on va s'empêcher physiologiquement de sombrer dans cette phase de sommeil, notamment sommeil profond, un récupérateur. Et à partir de là, on va entretenir un état de stress physiologique qui ne pourra que s'extérioriser et s'exprimer. Donc, il y a plein de choses pour lutter contre ça, et notamment la plus belle erreur que font la plupart des gens, c'est d'empêcher leur température corporelle de descendre avant d'aller se coucher. Notre corps, pour pouvoir sombrer dans ce sommeil lent, profond, récupérateur, a besoin de voir sa température corporelle baisser de 1 degré minimum. Et dès lors qu'on empêche ça, et je vois l'erreur la plus classique, qui va entretenir ce stress cellulaire, cette cortisolémie, etc., et qui va empêcher de sombrer dans ce sommeil, c'est notamment, par exemple, les gens qui me disent, moi, tous les soirs, je prends un bon bain bien chaud pour me détendre. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire
pour justement s'empêcher de dormir. Et Mm. dès lors qu'on s'empêche de tomber dans le sommeil profond récupérateur, dès lors on va entretenir cet état de stress physiologique et émotionnel, et on va empêcher notre mélatonine de pouvoir, on va dire, jouer son rôle. Oui, oui, oui. Donc le sommeil, très important parce qu'il y a plein de fausses croyances sur le sommeil. Oui, Et il faut oui, oui. savoir que le sommeil, on nous dit en France que le sommeil, c'est 33% de la population qui souffre de troubles du sommeil. Je vous arrête tout de suite. Bien plus. 33%, c'est quand on parle que des troubles du sommeil basiques, c'est-à-dire apnée du sommeil, insomnie, somniloquie, c'est les gens qui parlent la nuit, ou par Mm. exemple bruxisme. Mais on oublie un des troubles du sommeil majeur qui, pour moi, est fondamental, c'est tout simplement la non-récupération. Les gens qui dorment, mais qui ne récupèrent pas. Et là, Mm. on est déjà. Et si on prend ça, si on prend ça en compte, on se retrouve à presque 70% de la population qui souffre de troubles du sommeil. Mm. Mm. Farif, je vois que vous posez une question sur les réveils nocturnes. J'ai vu que vous avez précisé tout à l'heure que vous êtes abonné Dynamica. Je vous invite, Farif, si vous l'avez manqué, à regarder 2 dossiers sur le sommeil absolument magnifiques sur ce sujet-là. Deux dossiers qui ont été traités sur ce sujet-là. Un par le docteur Olivier Silam, donc neurologue, qui explique vraiment le sommeil par la voie neuronale, les effets chimiques et hormonaux, les neurotransmetteurs au travers, par le corps et par son prisme à lui. Et Alain Huyot, qui est naturopathe et aromatologue, et qui explique lui par sa vision et qui donne des conseils vraiment naturopathiques et d'aromathérapie notamment extrêmement puissants, et on a eu d'excellents retours sur une amélioration du sommeil au travers de ces 2 dossiers. Donc si vous êtes déjà en plus abonné, Farif, je vous invite vraiment à aller regarder ces Allez voir. dossiers. Ouais. Alors moi, j'ai juste rajouté une petite chose par rapport à ce que disent Nicolas et enfin tout ce qui a été dit sur ces dossiers. C'est notamment pourquoi les réveils, pour répondre vraiment spécifiquement à la question de Farif. Euh, quand quand on dort et que notamment on est dans un process, on va dire, de sommeil où on ne descend pas dans un sommeil lent, profond, récupérateur pour X raisons. Un stress cellulaire, ça peut être aussi parce que tout simplement la température corporelle est maintenue de par exemple, une digestion qui se prolonge dans la nuit et jusqu'à 4-5 heures du matin. C'est-à-dire qu'on dort, mais notre système digestif continue à travailler parce qu'on a associé les aliments, on a oublié de les dissocier, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester sur des sommeils lents superficiels et des sommeils paradoxaux. Je ne vais pas sombrer dans des sommeils profonds. Et dès lors que, par exemple, entre 1h et 3h du matin, j'ai mon activité hépatique qui se remet en route, tout simplement parce que les cellules de mon foie se régénèrent, et mon foie va reprendre une activité de régénération. À partir de là, si je suis dans ces phases de sommeil lent superficiel et paradoxaux, je veux dire, à partir de là, je vais avoir systématiquement, très fréquemment, c'est comme ça que les gens systématiquement, à 1h, 2h, 2h30 du matin, toujours à la même heure, clac, ont les paupières qui s'ouvrent, tout simplement parce qu'ils ont une horloge interne avec un mécanisme lié à cette horloge interne. Il y a 2 choses qui permettent le sommeil, c'est l'horloge, on va dire, l'homéostasie du corps et l'horloge circadienne. Et dès lors que dans leur vécu, il y a quelque chose qui a été intégré au travers de cette horloge circadienne à une tranche horaire, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, style, je me réveille à 2 heures du matin ou à 1h30 du matin ou à 3 heures du matin parce que j'entends mon père et ma maman se battre, par exemple, et ça m'a traumatisé. Si à ce moment-là, quand je suis adulte, je suis dans une phase de sommeil lent superficiel, avec une phase de récupération au niveau cellulaire et d'activation cellulaire, et que mon cerveau associe en plus cette mémoire-là, qui est une mémoire qui est complètement basculée dans l'inconscient, à ce moment-là, et qui s'est passé par exemple à 1h55, ben, je suis quasiment sûr, à 1h55, toutes les nuits, boum, 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 de me réveiller. Le seul moyen pour que j'arrête de me réveiller à 1h55, c'est tout simplement de faire en sorte d'être dans un sommeil profond récupérateur à ce moment-là. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup de gens qui ne le sont pas, tout simplement à cause de mauvaises associations alimentaires, à cause de températures corporelles qui montent, à cause de plein de choses. Mais c'est lié toujours à la récupération, à la régénération hépatique, très souvent à la régénération hépatique, qui vient en fait remettre en éveil le corps. C'est pour répondre à la question de Farif. Oui.
Mais c'est bien que tu aies reprécisé tout ça et voilà, merci pour ces explications. Et voilà, Farid, je vous dis, je vous invite vraiment à aller regarder. Alain Huot, le naturopathe, avait proposé vraiment des aliments à privilégier le soir, d'autres le midi, des huiles essentielles pour stimuler. Voilà, il donnait vraiment des conseils extrêmement précis et voilà, je vous invite à regarder en complément de ce que vient de vous partager Silver, Ah qui ben était moi, passionnant. c'est juste superficiel par rapport, mais le dossier est tellement complet avec mes deux compères que il n'y a aucun problème. Vous avez tout sur le sommeil, sur Dynamica. Bouillotte sur le foie, est-ce que tu as inquiété quelques personnes dans le forum sur la chaleur, bouillotte sur le foie, on est bon. On évite, non, non, on évite, Ah, pas on pour évite quand dormir. même. Ah, ouais, ouais, on évite pas D'accord. pour dormir. Enfin, pas de bouillotte pour dormir. Moi, la bouillotte, On va pour dormir sur le foie, mais c'est vrai que parfois on peut le mettre au moment du coucher parce qu'on est allongé et que. Mais malgré tout, ouais, si. moi, j'évite les bouillottes, les bains chauds, etc. J'évite les thés, les tisanes chaudes, etc. J'évite. Pourquoi? Parce que c'est autant de choses qui vont faire monter la température corporelle. Et au moment où notre corps a besoin de la voir descendre, c'est pas l'idéal. Le faire avant d'aller se coucher, style je mets une bouillotte, si je mets ma bouillotte par exemple 1h30 à 2 heures avant d'aller me coucher pour détendre les tensions, et après je la retire et ma température peut s'autoréguler, là il n'y a aucun problème. Mais c'est pas au moment où je vais me coucher. Ouais, ouais, bah, merci de ces précisions-là. Je te propose de prendre une dernière question, puis après, voilà, l'heure tourne. Moi je suis désolé, je suis bavard, hein, je suis Mais désolé. c'est intéressant, c'est passionnant, on voit tes paroles. Alors, mais il y a encore cet exercice à faire et je pense que voilà, on est nombreux à vouloir se reprogrammer la respiration. Donc, il y avait une question par rapport à l'eau alcaline. Est-ce que l'eau de Quinton hypertonique peut le rendre, enfin, peut rendre alcaline l'eau? Augmenter. Très légèrement alcaline, mais je ne connais pas beaucoup d'eau. Enfin, la seule eau, hein, que je vais le dire, hein, la seule eau qui alcalinise pour moi au taquet, c'est l'eau Kangen. Je ne connais pas d'autre eau qui ait le même pouvoir d'alcalinisation que l'eau Kangen. Donc, puisque les noms sont cités, je cite le nom Kangen. Je ne fais pas de pub pour l'eau Kangen, pas du tout. C'est juste que c'est juste pour moi l'eau la plus alcalinisante et alcalinisée qui soit. On monte sur des Mm, pH qui vont jusqu'à 11,5. Donc extrêmement alcalinisant, avec une eau de consommation qui est entre 8,5 et 9,5. Donc c'est vraiment un pouvoir alcalinisant très 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 important. Après, moi c'est vrai que je ne consomme pas l'eau de Quinton hypertonique. Euh, j'ai pas consommé de l'eau de Quinton. Donc, mm. l'alcalinisation liée à l'eau de Quinton, je pourrais pas trop dire. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, on va dire, d'eau aussi alcalinisante. Même l'eau qui est, certaines personnes vont mettre comment on appelle ça, du bicarbonate de soude dans leur eau pour l'alcaliniser. Ça reste quand même des pH, quand on monte on va dire jusqu'à 8, ça reste des pH quand même légèrement Mm. alcalinisants. Donc, c'est pas quand on veut compenser. Je prends un exemple pour que vous compreniez par rapport à l'eau et au pH de l'eau. J'ai fait la test, j'ai fait l'expérimentation. Quand on teste au pH mètre un, un, un verre dans lequel il y a du soda, un soda classique, hein, ça peut être du Coca, du Sprite, du Fanta, ce que je veux, qui a un pH très acidifiant, et que je prends une eau qui a un pH à 9,5, avec un pH à 9,5, hein, vous imaginez, donc alcalinisant, quand je mets mon verre de soda que je verse dans de l'eau avec un pH à 9,5, ça se transforme immédiatement en pH acide. C'est immédiat. Par contre, si je veux alcaliniser un pH acide, il me faut 21 verres de pH à 9,5 pour Mm. alcaliniser un verre acide. Mm. C'est-à-dire que l'inverse n'est pas du tout vrai. Donc, comme on a une alimentation, et rappelez-vous que l'acidose génère l'inflammation cellulaire, et l'inflammation cellulaire génère le stress cellulaire, etc. Et quand on veut alcaliniser le corps, si on n'est pas sur des pH alcalinisants très puissants, on va avoir beaucoup de mal. Il va en falloir beaucoup, hein, de l'eau. À 8,5, il en faut encore plus pour pouvoir alcaliniser un pH qui est déjà acidifié. Donc, c'est pour ça que je suis très réservé, on va dire, sur le pouvoir alcalinisant, parce que la capacité alcalinisante sur un produit, sur un terrain acide, elle est très limitée, on va dire. Et elle a un impact beaucoup moins important
que l'acide sur un terrain alcalin. Alors ça, c'est flagrant, ça monte tout de suite, ça part tout de suite en acide. Hmm. On va très facilement en acidose, on va très difficilement en alcalose. C'est ça que je veux Ouais, dire. ouais. Bah, écoute, merci pour ces précisions. Claire, si l'eau de Quinton est un sujet qui vous intéresse, il y a eu un dossier sur Dynamica, un dossier spécifique sur l'eau de Quinton, la différence entre l'eau de Quinton isotonique, hypertonique, comment les utiliser lorsque c'est en aigu, lorsque c'est en cure, pour telle ou telle pathologie, toutes les croyances qu'on peut avoir liées à l'hypertension et à l'eau de Quinton. C'est le docteur Paya qui nous avait présenté ce dossier et voilà, qui était formidable aussi. Voilà, un dossier d'1 heure encore une fois et il y avait donc le replay, le webinaire avec un échange avec Dr Paya qui est en replay du coup maintenant, puisque ce moment d'échange en direct suit la diffusion du dossier. Mais vous pouvez voir tous les replays avec les échanges des questions sous la page du dossier. Tout est sur la plateforme Dynamica. Voilà, donc en tout cas, si l'eau de Quinton vous intéresse, il y a cette thématique aussi qui a été abordée. Je vais donc vous parler maintenant de la respiration. Exactement. Et comment la reprogrammer. De reprogrammer notre respiration. Alors, je vais vous demander à tous et à toutes tout simplement de vous mettre dans une position, on va dire assise, sans être appuyé sur un dossier, avec le dos droit, un petit peu en position de méditation, et avec vos mains positionnées comme ceci. Donc, si je suis droitier, main droite et main gauche. Si je suis gaucher, main gauche et main droite. D'accord? Une fois que je me suis positionné les mains comme ceci, je vais tout simplement... Alors, les gens me disent, moi, pour me reprogrammer ma respiration, je le fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Et je leur dis, c'est bien, pour dormir, c'est parfait. Mais si vous faites ça tous les soirs avant d'aller coucher, vous allez faire quoi? Vous allez programmer vos voies neuronales pour bien respirer le soir avant d'aller vous coucher. C'est-à-dire que vous allez créer une habitude. Pour ne pas créer cette habitude et pour que se mettre dans une reprogrammation respiratoire avec tous les impacts positifs dont on a parlé, il faut le faire à différents moments de la journée. Et il faut le faire combien de temps, me demande-t-on? Ce à quoi je réponds, il faut le faire à minima 3 minutes. C'est le minimum syndical, 3 minutes pour que notre cerveau puisse recréer une habitude. Mais jamais au même moment de la journée. Donc, on n'est pas sur le principe de la respiration en cohérence cardiaque qui est sur une 3 fois 5 minutes par jour. On est sur une reprogrammation basique. Donc, comment je vais le faire? Je vais donc tout simplement, avec mes mains sur mon ventre, comme ça, imaginer que mon ventre, et ça, c'est pas compliqué, est un ballon. Et quand on remplit et quand on fait rentrer l'air dans le ballon se gonfle. Et quand on vide l'air, le ballon dégonfle. Le ballon gonfle. Le ballon dégonfle. Donc, je vous laisse gonfler et dégonfler votre ballon 2-3 fois pour lancer le mécanisme. Maintenant, comment je reprogramme? Ça, c'est le mécanisme. Comment je reprogramme? Tout simplement, je vais fermer mes yeux. Pourquoi je ferme mes yeux? Pour une simple et bonne raison, c'est que si j'ai les yeux ouverts, mon attention va être focalisée sur ce qu'il y a autour de moi, sur le temps qui passe, sur les toiles d'araignée au plafond, sur la poussière par terre, les bourres de poussière par terre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais commencer à penser au passé, au futur et aux autres. Je vais dire, tiens, j'ai oublié de nettoyer par terre ou de nettoyer les toiles d'araignée. Je pense donc au passé. Et puis, je vais me dire, oh là là, il va falloir que je nettoie les toiles d'araignée. Je pense donc au futur. Et puis là, inéluctablement, je vais me dire, oh, Nathalie est passée hier à la maison. Si elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je pense donc aux autres. Passé, futur, autre, la triade magique pour commencer à se mettre dans un état de stress. Pour éviter de se mettre dans cet état-là, eh bien, tout simplement, je ferme les yeux pour ne pas voir tout ça. Mais je peux avoir les yeux fermés et continuer à cogiter toutes mes pensées qui me traversent l'esprit. Poum, 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 à chaque instant. Ce mental qui est là. Donc, pour me couper de ça, je vais donc me mettre en pleine conscience dans le moment présent parce que c'est la seule façon que notre cerveau a pour pouvoir se reprogrammer. Et je vais donc me mettre sur une base de cohérence cardiaque, c'est-à-dire sur un cycle de 10 secondes. Maintenant,
Si je me mets comme en cohérence cardiaque avec un repère visuel extérieur ou un repère auditif extérieur, je vais donc mettre mon focus ailleurs et je ne serai pas dans le moment présent. Pour me mettre dans le moment présent, je vais compter dans ma tête les fameuses 10 secondes. Et pour ce faire, je vais faire un petit peu comme un massage cardiaque, c'est-à-dire je vais faire et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, jusqu'à 10. Et quand je suis arrivé à 10, je reviens à 1, et 2, et 3. Donc je vais le faire juste pour vous montrer, et après je vous le fais faire. Top, c'est parti, je vous montre. Regardez bien le nombre de secondes que je tiens. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Vous avez remarqué que j'inspire 3 secondes et j'expire le reste du temps. Ce n'est pas de la cohérence cardiaque, c'est de la reprogrammation. Ce qui est important dans ma reprogrammation et dans ma représentation mentale et corticale de cette respiration, c'est que mon cerveau intègre que le plus important, ce n'est pas l'inspire, c'est l'expiration. C'est sur l'expiration que mon système neurovégétatif se régule. C'est sur l'expiration que mon rythme cardiaque ralentit. C'est sur l'expiration que mes muscles se détendent. C'est que mon diaphragme se détend. C'est sur l'expiration que tout mon système se relâche et que mon stress diminue. Ce n'est pas sur l'inspiration. Donc, il faut programmer notre cerveau, sa corticalisation, comme quoi l'inspiration est moins importante que l'expiration. L'inspiration est un mouvement réflexe, automatique. L'expiration est un mouvement volontaire. Donc, on a tout intérêt à se mettre plutôt sur l'expiration. Donc, vous mettez les deux mains comme ça et après, vous allez comprendre par rapport à la gestion du stress pourquoi les deux mains comme ça, elles sont très, très, très importantes. Donc, vous mettez les mains comme ça et on va le faire pendant, ça va dire 1 minute 30. Donc, les yeux sont fermés. Vous vous centrez sur votre respiration et à 3, 2, 1, top, c'est parti, vous inspirez. Je vais faire pour vous l'horloge IKEA, même si vous ne devez pas avoir de repère extérieur. C'est juste pour vous donner le tempo. Et vous reprenez l'inspiration. Laissez rentrer l'air. 3 secondes. Et vous laissez sortir l'air le reste du temps sur les 10 secondes. Le ventre se gonfle. Sur l'inspiration, le ballon se gonfle. Le ballon se dégonfle. Toute mon attention est focus sur le temps, sur les 10 secondes, en respectant bien les 3 secondes sur l'inspire et les 7 secondes sur l'expire. Et vous allez vous rendre compte, pour certains ou certaines, qu'il est, ma foi, un peu plus compliqué de tenir les 7 secondes d'expire parce qu'on n'est pas habitué à cette détente diaphragmatique. Vous le faites encore une fois. Et quand vous avez fini le cycle de 10 secondes, vous pouvez ouvrir les yeux. Ok. Alors là, nous sommes en webinaire, donc je ne peux pas voir vos visages, mais je peux vous dire que quand on le fait en formation, en présentiel, et que là, les gens se regardent et s'observent entre eux, on a l'impression que tout le monde sort d'une demi-heure de sieste. Mais oui, il faut savoir que d'un point de vue neurovégétatif, cette respiration comme ça, bon là on l'a fait qu'1 minute, à peu près 1 minute 30, mais quand on le fait 3 minutes, d'un point de vue neurovégétatif, l'impact neurovégétatif de 3 minutes comme ça, en reprogrammation avec 3 secondes, 7 secondes, correspondent approximativement à 20 minutes de sieste. C'est comme si on dormait 20 minutes d'un point de vue neurovégétatif, c'est-à-dire d'un point de vue stress, notamment gestion du stress, c'est comme si on faisait une sieste de 20 minutes. Très utilisé, cet exercice respiratoire. Je ne parle pas de la cohérence, je parle de cet exercice-là sur 10 secondes, 3 et 7. J'ai eu la grande chance de travailler notamment sur le tournage du film Ladies and Gentlemen de Claude Lelouch, avec les skippers
qui étaient sur le tournage du film, qui ont tous fait la traversée Québec-Saint-Malo en solitaire. C'était le critère pour le tournage. Euh, tous les skippers qui sont en navigation solitaire font ce qu'on appelle des micro-sommeils et des nano-sommeils. Et pour pouvoir récupérer en dehors de ces sommeils-là, tous pratiquent cet exercice respiratoire qui leur permet de pouvoir récupérer d'un point de vue neurovégétatif et de faire baisser le stress. Le stress est l'ennemi des skippers quand ils sont tout seuls, hein. Donc, exercice absolument fondamental. Maintenant, quand vous le faites comme ça, en pleine conscience, vous programmez votre cerveau et vous vous êtes rendu compte, là, vous allez penser à rien d'autre, pour être dans un état de zéro stress. Et vous avez remarqué que je vous ai demandé de mettre la main comme ça, avec votre main par-dessus. Ça, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire qu'à force de faire cet exercice et de vous habituer à le faire, et de vous mettre dans cet état de zéro stress, parce que vous êtes en pleine conscience dans le moment présent, or le stress n'a aucun impact sur vous quand on est dans le moment présent, à force de le faire, vous allez programmer votre cerveau à se mettre dans cet état neurovégétatif de zéro stress, mais votre cerveau va associer cet état physiologique et neurophysiologique au contact cutané. Il va créer le lien. Ce qui fait que dès lors que vous êtes dans une situation de stress, quelle qu'elle soit, je ne parle même pas de reprogrammation respiratoire, mais dans une situation de stress, un entretien d'embauche, un conflit avec quelqu'un, n'importe quoi, il vous suffit tout simplement de venir remettre votre main sur votre ventre, comme ceci, pour recréer le lien, et en conscience, même les yeux ouverts en discutant avec la personne, enfin du moins en l'écoutant parler, en conscience, recomptez votre tête. Et le reste du temps, c'est reproduire le même schéma respiratoire en conscience pour que votre taux de stress passe de là-haut à zéro en 10 secondes, chrono. Et c'est exactement, moi j'ai travaillé beaucoup avec des boxeurs, j'ai travaillé avec des artistes, je vous ai dit, j'étais l'ostéopathe attitré, enfin peut-être que je ne l'ai pas dit, non, je l'ai pas dit. Quand je travaillais à Montpellier, j'étais l'ostéopathe attitré de l'Arena et du Zénith de Montpellier, donc présent sur tous les spectacles dès lors qu'on demandait un ostéopathe sur place, ce qui est de temps en temps le cas. Tous les artistes font cet exercice pour se remettre dans leur bulle. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous stress, ils ont peur de l'oubli, ils ont le trac. Et donc, pour lutter contre ce trac, ils font cet exercice respiratoire avec la main sur le ventre pour se remettre dans un état de zéro stress. Ça marche pour eux, ça marche pour vous, ça marche pour tout le monde. Les boxeurs font la même chose avant de monter sur un ring, ça marche pour tout le monde. Donc, entraînez-vous à faire cet exercice. C'est le plus bel exercice que vous pouvez faire pour votre corps de reprogrammation avec pour son impact sur les corticosurrénales, enfin, tout ce que j'ai dit dans ce webinaire et tout ce que j'ai en formation. Mais surtout, c'est aussi un très bel outil pour apprendre à gérer son stress et à faire lâcher le stress. Ouais, c'est un beau chemin neuronal que tu nous proposes là, un sentier à créer. Il y a des questions par rapport à l'inspiration nez-bouche. Alors, au départ, quand on n'a pas l'habitude, il faut tenir les 7 secondes d'expiration. Quand on n'a pas l'habitude, je vous conseille de faire inspiration nez, au départ, hein, inspiration nez, expiration bouche. Pourquoi? Parce que l'expiration bouche vous permet de pouvoir pincer les lèvres et doser l'expiration pour ne pas arriver trop vite et trop rapidement dans une expiration totale. Il faut doser pour pouvoir tenir les 7 secondes. Une fois que vous vous êtes habitué à faire inspire-expire et à tenir les 7 secondes, à ce moment-là, vous basculez sur une inspiration-expiration nez. Vous pouvez même après vous amuser à faire des inspirations narine droite, expiration narine gauche et l'inverse, tout simplement pour avoir aussi une action neurovégétative derrière, surtout le système neurovégétatif qui se trouve au niveau des cloisons nasales. Merci pour ces précisions. C'était, voilà, les valises sont pleines, je pense. Il y en a déjà un petit peu, on va dire, qui vous permettront de pouvoir, qui vous permettra de pouvoir, on va dire, commencer à travailler sur ce stress. Alors moi, je dis souvent, après, il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend, et il y a ce qu'on change. Et quand on apprend beaucoup de choses, notamment sur un sujet, il ne faut pas chercher à tout appliquer, parce que si on essaye de tout appliquer, très souvent, on doit changer trop de mécanismes de fonctionnement, trop d'habitudes, on va dire, et le corps, pour notre cerveau, c'est très contraignant, et il n'aime pas ça du tout, il est fainéant, notre cerveau, c'est partisan de la loi du moindre effort, il déteste changer trop d'habitudes, donc il va tout faire, du moins notre mental va tout faire pour vous éviter de changer ces habitudes-là. Donc, ne cherchez pas à tout changer, mais par contre, changez un petit peu quelques petites habitudes par-ci, par-là, et petit à petit, vous allez changer derrière la gestion que vous avez de votre stress.
Des petites briques que tu nous as données ce soir. Absolument. Mettez les petites briques les unes après les autres. Vous en mettez une ou deux et puis vous laissez faire. Et après, vous laissez les synchronicités arriver dans votre vie. Et par contre, soyez à l'écoute des synchronicités. Ça peut être après, j'ouvre un journal au hasard et puis je tombe sur un article qui me parle de la respiration. Tiens, pouf, et du stress. Donc, du coup, je vais le voir. Ça s'appelle une synchronicité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, pour tous ces partages. Je vois une question de Marie sur le jeûne. Malheureusement, vous comprenez, dans ce genre de webinaire, Sylvain répond généreusement avec plein de questions, mais il est difficile de répondre à tout. Marie, vous avez une question sur le jeûne. Là aussi, je vous invite, il y a un dossier incroyable sur le jeûne, extrêmement détaillé sur la descente alimentaire, le principe du jeûne, comment rendre le jeûne le plus efficace dans la technique, dans ce que ça crée sur le corps et comment reprendre la reprise alimentaire, comment recommencer à s'alimenter. Et vous pouvez essayer Dynamica pendant 1 mois. Je vous invite vraiment à venir expérimenter. Vous avez 1 mois gratuit. Donc voilà, venez plonger dans cette médiathèque. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut se faire une idée, de toute manière. Et juste pour répondre à cette question sur le jeûne est un très très bel outil pour apprendre à désenflammer le système cellulaire, notamment dès lors qu'on est sur des jeûnes de plus de 24 heures avec des process d'autophagie où on va travailler sur ces cellules. C'est le principe, c'est juste la base, le jeûne, des process de guérison, tout simplement. Tous les mammifères de la planète, quand ils sont malades, quand ils ont des cellules enflammées, quand ils ont des pathologies avec des inflammations cellulaires, soumettent sous jeûne pour justement permettre à leur corps de se régénérer. C'est exactement la même chose pour nous. Alors oui, un replay sera envoyé. Vous allez recevoir après ce webinaire le replay de ce webinaire avec toutes les informations sur cet abonnement Dynamica, tout ce que vous pouvez retrouver. Et voilà, on vous invite à venir expérimenter, comme tu le disais, Sylvain, venir essayer, tester. Il n'y a qu'un faucon, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Médiathèque extrêmement riche avec une variété de dossiers sur la physiologie, sur les émotions, tant sur le corps que sur le psychique. Donc voilà, venez expérimenter et pratiquer avec des exercices. Et je pense que nos valises, comme je le disais, on est prêt, on a fait bon vol. Et donc là, ça y est, on est à destination. Ça y est, on peut, vas-y. Plus de connaissances, c'est toujours gagner en autonomie. Et gagner en autonomie, c'est gagner en sérénité. Si on boucle un peu la thématique de ce soir. Et voilà, je pense que là, on repart avec plein d'outils, avec cet exercice précieux que tu nous as partagé. J'espère que vous avez passé une belle soirée, que vous avez pris plein de notes. N'hésitez pas à mettre les pouces sur les commentaires pour dire si vous avez apprécié ou pas. Ah oui, dites-nous si vous avez appris plein de choses. Je suis convaincue que oui, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour ces échanges toujours interactifs, dynamiques et chaleureux. Et puis merci Sylvain, toujours pour tes explications. Ce sens toujours de la pédagogie et de la transmission. Surtout merci à tous et à toutes d'avoir été là et même ceux qui ne sont pas là en présentiel là, mais qui regardent le webinaire en replay. Merci à tous et à toutes de regarder ce webinaire et c'est au travers de vous qu'on trouve, nous, l'énergie de transmettre et de vouloir faire ce qu'on fait. Voilà. Donc, merci. Merci à vous. Je n'ai rien à ajouter, Sylvain. Merci pour vos retours, vos témoignages. Il y a de très, très beaux retours par rapport à ce que le dossier était formidable. Ils ont appris, oui, ils nous disent qu'ils ont appris plein de choses. Toujours très instructif. Merci pour vos retours. Première fois pour que je vous écoute. Merci pour toutes ces infos. Agréable soirée. Bien, merci Nicole. Merci à tous. Merci à tous pour ces jolis retours. Au plaisir de vous retrouver très vite ici et sur Dynamica. On vous embrasse tous. Passez une très très belle fin de soirée.